Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est chez Quintana Media, créer du beau sans oublier l'humain. Aujourd'hui, on est avec le fameux Eddie Bilou. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Grave frais avec le micro sur le coup. Vraiment, on adore ça. C'est regarder les tout frais. Le fond. Je suis accompagné de Nathan, Nathan, du coup, enchanté. mon associé, que j'aime. Je vais pas lui faire un bisou parce que sinon c'est cringe. Ça également, il y a Flavien derrière la caméra qu'on embrasse et Marguerite, notre cadreuse. Bravo, on peut les applaudir. Créer du beau sans oublier l'humain. Et du coup, Eddie, on t'a vu un peu incarner différentes marques. On a vu notamment sur ton Major, on a vu Timberland, on a vu TikTok, on a vu même DJQ. Et on voulait savoir comment t'allais et simplement d'où vient toute cette puissance, toute cette aura. Ça va. Attendez, je suis timide. Bah, ça va, hein. Écoute, franchement, Laura, j'ai envie de te dire que c'est de famille. Cette famille, Cette ok. famille. Parce que Ouais. plus je grandis, plus je me rends compte que je ressemble à mon père, Quelle origine Quelle origine congolais. Congolais ivoirien. Ok. Ouais. Et en gros, c'est hyper drôle parce que à la caméra, tu m'as dit, j'ai incarné plein de marques et tout. Même quand je travaille avec les équipes com, elles sont vraiment en mode, ah, tu passes grave bien à la caméra, t'es grave social et tout. Alors que pas du tout. Moi, je suis un mec, mais je aura farm sans faire exprès. C'est-à-dire, je peux être là, j'ai pas parlé, j'ai juste, tu vois, analysé. Ouais. Mais quand il faut rentrer dans le personnage, je sais pas, ça vient seul. Donc tu penses que vraiment l'origine congolaise, la symbologie est en toi, quoi. C'est ça. Ouais, Tu vois, c'est vrai, c'est même pas, je fais même pas exprès. Des fois, mais je me dis, mais purée, mais les gens, ils doivent se faire chier quand je suis là. Genre, je suis là, je parle pas, je fais juste, je suis en mode non. C'est ça, en mode ouais, tiens-toi bien, tranquille, en mode relax. Toi, t'étais le genre de personne à l'église, tu te mettais ton meilleur outfit. Ah, mais non. Ah, mais il faut, hein. Non, mais je suis désolé. Déjà, l'église, malheureusement, j'y vais pas souvent parce que j'arrive pas à me concentrer sur la messe. Ouais. Mais quand j'y vais, tu vois, faut présenter. Surtout les messes de Noël, Ouais, bah oui. quand il y a les événements importants. Important de fou. C'est grave. T'as fait du gospel? Non. Ah non, moi j'ai jamais été dans les terrains de gospel. J'ai un cousin qu'on faisait, mais je me foutais. No shade, non, mais je me foutais tellement de ta gueule. Purée. Mais t'avais quel âge quand tu te foutais de sa gueule, on va dire? Je crois que j'avais 9 ans, 10 ans. Ouais, Et t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 24 ans, mais même aujourd'hui, je me foutrais de sa gueule. Hein. C'est pas si loin, alors. C'est pas C'est pas si On loin. peut comprendre. On peut comprendre. 9 ans, 10 ans, t'es trop genre. Moi, je me foutrais de sa gueule maintenant à 4 ans. Hein. Non, à 4 ans, je me Ah non, mais pour moi, c'était dingue. Genre, on arrivait le dimanche, on devait aller à la messe. Et il était en mode, ah, il faut qu'on accompagne Gilles parce qu'il est servant de messe et tout. J'étais en mode, Ah, Gilles. On embrasse Gilles, hein. comme ça. Pauvre Gilles. Non, mais du coup, on a regardé un peu ton parcours et tout, très impressionnant. Du coup, cette aura farm que tu fais sans cesse. Et on va revenir un peu sur tes débuts, parce que du coup. Ah non, parce qu'en vrai de vrai, Ouais. on pourrait déjà demander à que tu te présentes peut-être pour les gens qui te connaissent aussi, pas. C'est vrai, excusez-moi. Aussi. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce que Hello. Tu crois que mon daron il connaît Zibilou? Peut-être. Peut-être. Bah, je pense. Hein. Hello, moi c'est Dibilou. Si vous me connaissez pas, allez voir sur la page Instagram de GQ. Je fais des interviews, des takeovers. J'ai eu un blog dans la mode. Je suis également en train de lancer ma marque, Homo Studio, et je suis responsable de communication, photographe. Oh là là là. Très versatile. Je suis pas le genre de personne qui aime rester en place. Je crois qu'on appelle ça un slasher. On m'a fait découvrir un mot, c'est un slasher. Du coup, énormément de. Comment ça s'appelle? Énorme d'occupation, t'es très versatile. Et d'où te vient un peu cette envie de faire plein de choses en même temps? Tu sais, il y a plein de gens qui procrastinent. Il y en a d'autres qui se cantonnent à une petite vie simple. Toi, j'ai l'impression que t'as besoin d'entreprendre, besoin de faire plein de choses en même temps. Raconte un peu. Alors moi, je suis le genre de personne qui procrastine beaucoup, Non. mais c'est parce que je suis un perfectionniste. Je suis le genre de Ok. personne qui aime que les choses soient parfaites. Et quand j'ai pas vraiment tous les outils pour commencer quelque chose, pour me dire, ok, ça va être magnifique, le résultat va être indéniable, Ok. ça me paralyse, je commence pas. Et le truc, c'est que je viens aussi d'une grande famille où tout le monde réussit. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas les mêmes capacités que tout le monde. Alors, tu vois, c'est un peu des politiciens, des docteurs, tu vois, des têtes. Ouais. C'est des gens, tu te balades dans la rue, tu dis, oh, tu sais que cette statue, elle a été construite par tant. Et moi, je suis en mode, Tu fais comment waouh, tu sais ça? Pas le Wikipédia. attends, c'est ça. Et je suis quelqu'un qui n'est jamais vraiment aimé l'école, mais qui suis très doué pour être efficace. Tu vois, genre, tu me dis, allez, il y a un gros contrôle qui arrive, il faut que tu passes. J'ai très visé toute la nuit, je vais avoir un 18 sur 20. Mais j'ai toujours senti que l'école, ça m'apporterait pas ce que je cherchais réellement dans la vie. C'est ça. Ouais. Parce que je suis une personne
pied grand J privilégié et qui a toujours voulu avoir beaucoup d'argent, tu vois, maintenir ce style de vie. Et de base, je me suis dit, bon, mes parents, eux, comment ils ont fait? Ma mère, elle vient d'une grande famille, donc how can I do that? Of course. Et mon père, il est médecin. Donc je me suis dit, ok, je vais devenir médecin. Sauf que je n'aime pas l'école. Et la médecine, c'est hyper compétitif. Et moi, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup m'asseoir pour réviser. Ok. J'aime pas les maths. La médecine, ça va être hyper compliqué. Donc déjà là, je peux pas rentrer dedans. C'est ça. Je me dis, je peux pas rentrer dedans avec des doutes. Je sais déjà comment ça va se terminer cette histoire. Je vois comment les gens souffrent en médecine. Moi, je suis le genre de personne, déjà, les contrôles et les examens, en général, ça me fait un peu... Un stress, un stress indirect, genre pourquoi tu C'est stresses ça. mais tu dois stresser. Exactement, je me dis, Ouais, purée, genre, je peux avoir révisé pendant toute une nuit, quelqu'un m'a balancé une information Tu vas qui n'est pas stresser. claire, je vais me dire, ok, j'ai fait n'importe quoi. Donc pour moi, la médecine, les concours et tout, je me suis dit, C'est non, mort. c'est chaud. C'est mort. Et donc, est venue la phase d'orientation à la fin du lycée en terminale, Ouais. et ils montraient tellement de choses, et je me suis dit, mais où sont les salaires? Combien ça paye? Et je vois des sommes à 5 chiffres. Je me dis, attendez. Il faut faire 6 ans d'études pour avoir un salaire à 5 chiffres quand j'aurai 45 ans? Non. Et en plus, le truc, c'est qu'autour de moi, je parlais aussi avec de la famille qui était en Côte d'Ivoire, qui était dans une école un peu de Bourges. Et eux, c'était des gens, mais... Ça veut dire, ils étaient... Comme dirait un de mes potes, ils étaient rassasiés. Ils étaient très rassasiés. Et en parallèle, moi, j'étais dans mon petit lycée de Mayenne, en campagne, où Ah oui. les gens étaient très limités. Et je me dis, ok, je veux pas le même style de vie que ça. Je veux quelque chose. Mais je sais que les études, c'est pas forcément mon dada. Donc, j'ai commencé la fac de droit. Je me suis dit, ok, on va y aller, on va se la donner. Paf, j'arrive, je vois la quantité de travail. Je me dis, je peux le faire. Ok. Je vois le salaire à fin. Je me dis, non, ça en vaut pas la peine. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis très porté par les résultats. Et malheureusement, à l'époque, je me rendais pas compte de tout ce qu'on pouvait faire dans le droit. Et pour moi, c'était OK. Tu fais tes 8 ans d'études, 8 ans parce qu'il y a sûrement une année que tu vas foirer dans le coup. Faut passer le barreau en plus. Et au final, le résultat est pas énorme. Ouais. Donc moi, je me suis dit, non, moi, faut que je crée quelque chose où j'aurai un max de résultats. Donc je me suis dit, où est-ce que je pourrais avoir des résultats exponentiels pour un minimum de travail? J'étais très con à l'époque. Ouais. Lancer une marque de dropshipping. Donc, première année de droit, je me dis, hey, c'est quoi le droit? J'en ai rien à faire. Je vais lancer ma marque de dropshipping et tout. Ok. Donc, je commence à apprendre comment gérer une marque, comment devenir financièrement indépendant, comment investir dans la bourse pour avoir, tu vois, ton capital qui travaille. Rappelle à quel âge ça, tout ça? C'était à 17 ans. 17 ans, non mais Ça veut dire qu'on va faire maintenant, quoi. ça va, on n'a pas 17 ans. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire mon truc de dropshipping. Ok. Comment je peux faire pour avoir un truc qui marche? Parce que tout le monde fait du dropshipping, devenir influenceur, créer une communauté et leur vendre mon produit. Et j'arrive, en plus, ça tombait bien parce que c'était l'année du Covid. Ok. Donc j'avais énormément de temps et en plus j'avais une excuse pour pas aller en fac de droit et pour me dire, oh mais c'était le Covid, j'ai pas réussi, c'était dur, moi. Ok. Donc je commence mon dropshipping, je fais des designs, je partage à mes amis, ils disent que c'est moche. Non, vous connaissez rien, ça va être hyper beau, ça va hyper bien se vendre. Et je me dis, ouais non, en fait c'est la merde. Et je vais sur les sites de dropshipping, je me dis, tu sais quoi, je vais aller au bout du truc, ça coûte pas cher. Je vois les options qui sont disponibles à moi par rapport à Printful, par rapport aux vêtements. Ouais. Je me dis, mais c'est tellement gaze, mais... Genre, moi, en tant que personne, je me dis, je vais pas acheter ça parce que c'est nul. Donc Et je me dis- tu vendrais quoi. C'est ça. Donc, comment je vais pour vendre ça? Juste me casser la gueule. Donc, au final, en même temps, je continue de poster des vidéos sur TikTok et ça perce hyper vite. Genre, vraiment, du jour au lendemain, j'arrive à 100 000 abonnés, les gens kiffent ce que je fais. Ok. Et je me dis, ok. Et le truc, c'est que moi, je suis le genre de personne, comme je dis, je suis très porté par les résultats. Ouais. Donc ça, dès que je voyais des résultats directs, je me suis dit, ok, peut-être que si m'envoie, je me lance dedans à fond. Donc j'arrive sur Paris, je fais une école de com, parce que on me dit, allez, la com, ça va être simple, t'as pas énormément de travail, no shade, hein. Mais franchement, la barrière d'entrée dans ce genre de milieu est hyper basse. Ah ouais? C'est hyper bas. Le test d'entrée, je l'ai passé en 2-2, il n'y a Mhm. pas eu énormément de travail à faire, et même les cours, c'était un peu stérile. Et donc j'arrive, j'ai le temps de faire mon école et de faire mon contenu sur le réseau, je rentre dans une agence, je commence à faire quelques OP, à me faire de l'argent, Oui, bien. tout va bien et Au bout de combien d'années par rapport à 17 ans? au bout de 2 ans, 19, c'est bien, c'est arrivé très vite. ultra Donc, vite. théoriquement, bac plus 2, allez, bac plus 3, quoi, un peu tout casser. Bac plus 2. Bac plus 2, purée. Et j'arrive à un moment où je me dis, bon,
moi, je suis créateur de contenu, je fais mes trucs drôles, c'est bien, haha, on rigole. Il y a des gens, ils sont invités à des défilés, ils se baladent en Viano, ils reçoivent des cadeaux de Prada, tout ça, nanana. Moi, pourquoi j'ai pas ça? Donc, je commence à me dire, ok, en plus, moi, mon truc, il est limité, je gagne pas tellement d'argent que ça dessus, Bah ouais. il faut faire un rebranding. Ouais. Et là, ma manageuse me dit, no shade, hein, mais il faut rétablir, c'est la vérité. On me dit, ouais, Eddie, t'as un profil humour, la mode, ça va être hyper dur. Ah ouais. Et moi, je me dis, c'est quoi, je m'en fiche, l'humour, c'est nul, ma communauté, c'est que des petits, donc si je leur vends des vêtements, ils vont pas acheter. Et en Ouais. plus, oh, flemme. Ouais. C'est gênant, genre, je regardais mes vidéos à l'époque, même les montrer aux gens, c'était gênant. Et je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fiche. En plus, à l'époque, ça m'a saoulé parce que je devais faire des stages de 6 mois. Ok. Sauf que moi, gros, allez, on va dire feignant que j'étais à l'époque, entre guillemets, je me dis, bon, tu sais quoi, on va utiliser le népotisme, on va aller faire des stages dans les compagnies familiales. Donc, je suis parti en Côte d'Ivoire. Donc, Ok. tout ce qui était en France et tout, je me suis dit, c'est quoi, si le contenu humour, ça marche pas, je m'en fiche. Si la mode, ça marche pas, je m'en fiche. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Donc pendant un moment, il se passait absolument rien. J'essayais de faire mon contenu mode, ça marchait pas du tout. J'essayais de faire des contenus transition avec des outfits, ça marchait pas. En plus, j'étais en Afrique, commander des vêtements, c'était galère. J'étais que sur Azos parce que j'avais le portefeuille, il était limité. Donc tout mon argent, je le mettais vraiment dans l'import-export de vêtements de l'Afrique, de la France à l'Afrique. Oh purée. La communauté, elle montait pas. Et Ah ce que ouais. je faisais, c'était pas stylé. Ok. Et à un moment, je suis tombé sur les vidéos d'un mec, Jared Muros, qui faisait des interviews mode. Et je me suis dit, mais attends, si moi je m'habille comme un clown et que les gens n'ont rien à carrer de moi, et si je devenais pas plutôt la personne qui allait mettre en relation les vrais experts avec le peuple? Un prestataire de Enfin, avec service les un gens. peu. Exactement. Ouais. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais faire des interviews mode. J'ai posé des questions à des gens qui sont bien habillés, qui eux, tu vois, ont des choses à dire. Du coup, je me lance, je me dis, c'est quoi, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je suis dans une école où je n'apprends rien. Au pire des cas, allez, j'essaie de hacker le système, je deviens directeur marketing dans une grande boîte. Et du coup, j'étais très délusionnel. Non, pas délusionnel. Je pense que je peux quand même le faire, en plan B. Et du coup, j'arrive, je poste mes quelques interviews et tout. Je me dis, bon, allez, j'en pense trop rien. Un micro-trottoir classique, quoi. C'est ça. Ouais. Et là, j'arrive un moment en classe et il y a une fille de ma classe qui me dit, oh, j'ai vu tes micro-trottoirs et tout, c'est trop stylé. Je dis, mais la vidéo, elle a 500 vues. Comment est-ce qu'elle les a vues, tu vois? Ouais. Et là, je regarde, la vidéo, elle a 1 million de vues. Je me Quoi? dis, mais non. Donc, je continue de poster et tout. Je vois, ça commence à attirer de l'attraction. Les gens commencent à s'abonner et tout. Je me dis, ah ouais. Ah ouais. Du coup, je me dis, écoute, c'est des vidéos qui coûtent pas cher. Bah ouais. En plus, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Donc, la réjection par rapport au micro-trottoir, tu vois, je m'en foutais. Et pendant un moment, bah, ça allait très bien. Il y a des marques qui me contactaient parce que apparemment, ce genre de contenu micro-trottoir mode un peu sérieux, ça se faisait pas beaucoup en France. Donc franchement, pendant un moment, c'était très cool. J'avais pas une communauté énorme, mais j'arrivais quand même à en faire mon dada. Et au Ok. fur et à mesure, les marques ont commencé à me contacter. J'avais mon job de babysitting à côté, donc je pouvais me payer des vêtements, tout allait bien. Ok. Ah oui. Et un jour, paf, je reçois un mail de GQ. Ouf. Je me dis, attends, GQ comme GQ? Genre, The GQ. Tu sais, il en pensait que mode, c'était un gros spam, t'as mais un oui, brouteur. non, en plus, j'étais en train de... Je venais de faire les devoirs avec un des enfants. Moi, je vois un mail de GQ, je me dis, mais non. Comment ça se fait? Non, c'est pas possible. Mais vraiment, en plus, un mail qui m'a même pas été rapporté par mon agence, quoi. Je me dis, ah ouais, donc les mecs, ils ont vu mes vidéos, ils aimaient. Puis donc, on arrive dans un truc, on négocie avec eux, ils me disent, ouais, on va t'envoyer sur des défilés et tout pour faire du contenu pour nous. Je me dis, ok. En même pas 1 an de micro-trottoir. Ouais, bah Donc, c'est je me dis, rien. là, j'ai trouvé mon C'est tellement client. rapide. Donc j'arrive, on fait une première version. Perfectionniste que je suis, je me dis ouais, c'est pas ouf. Mais ils ont kiffé, les vidéos ont marché. Ouais, non. Tant mieux. Ensuite, attends, j'ai un peu un folle. Ouais, ensuite, à partir de ce moment-là, ça s'accélère un peu plus. Je commence à avoir des plus gros OP avec d'autres marques de manière plus régulière. Donc je commence à être content, à me dire ouais, maybe there's a future, you know. Ah, clairement. Et ensuite, je reçois un mail. Non, à un moment, j'étais fâché avec mon agence et je me dis, ok, tu sais quoi, moi j'en ai marre de vous, j'ai fait mon truc et tout. Et je me dis, tu sais quoi, j'ai mes OP qui arrivent, God bless. Je Ok. reçois un mail de Balmain. De Balmain. C'était dans mon mail perso parce que j'avais enlevé le mail de mon agence. Attends, donc ils ont trouvé ton mail perso. Juste grâce à Jiku, t'as chopé Balmain. Je sais même pas comment. aïe, Et je me- Et je me dis, attends,
c'est un scam, c'est pas possible. C'est dans mon mail perso, c'est pas possible. C'est Balbin. En plus, C'est Balbin, tu vois. le rêve de tout Congolais ivoirien d'avoir Balmain dans ses mails. Tu sais qu'en plus, mon truc, une des références pour lesquelles je me suis lancé dans le micro-trottoir, je me suis dit, j'avais vu il y a quelques années, Lena Situation, elle avait fait un takeover chez Balmain. Ouais. Et je me suis dit, moi, je veux faire ça. Je veux pas faire des vidéos drôles et tout, je veux vraiment faire des trucs sérieux comme ça. Et paf, ça tombe dans mon inbox. Purée. Alors Eh ben, là, ah non, à ce moment-là, la vie était belle. En plus, je venais de commencer mon alternance. Ma mère me disait, oui, faut pas trop faire la navette entre les deux et tout. J'ai dit, moi, j'en ai rien à faire. Tu sais combien de fois par mois les gens sont contactés par Balmain? Enfin, c'est hyper rare. Du coup, au début, presque, j'étais en ouais, train de jongler. Même à mon alternance, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, écoute, c'est Balmain, on te laisse faire ton truc. Mais on te fait Ouais, confiance. bah tu m'étonnes. En vrai, tu m'étonnes. T'étais où en alternance? J'étais dans une start-up chez Mips. En Ok. gros, c'est un calendrier social où il rassemble tous les événements de Paris dans les playlists. Ok. Et j'étais en responsable communication. Ok, Et je me dis, bon, j'espère que je vais pouvoir faire la part des choses. J'arrivais à l'open space avec des gros sacs de vêtements Balmain. Je disais, ouais, il y a le défilé ce soir, il faut que je fasse ce truc et tout. La pression, elle était là. Même mon équipe, ils L'optimisation étaient de la sa journée, pression. c'était carré, comme ça. Eh, mais Pas je te les jure. maths, mais tout était carré. je te Mais jure. vraiment, j'arrive sur les défilés, ma manageuse, elle dit, OK, il faut qu'on fasse ça. Ah ouais. On filme dans les backstage, on interviewe les gens, on interviewe Olivier Roustin. Au début, la pression, elle était là. Elle me dit, OK, il faut que je fasse une interview avec des questions qui n'ont pas été posées à l'un des directeurs artistiques qui fait le plus d'interviews. Et surtout, C'est ça. Olivier Bonne Roustin, chance. C'est Olivier Roustin, tu vois. C'est vraiment l'image même de la mode fashion. Ah non, mais je te jure. L'une des images, ouais, totalement. Ouais, clairement, clairement. Ah, mais pour ce truc-là, je me suis concerté avec 3 personnes, même avec ChatGPT pour faire une liste de questions. Ils donnaient des... Ah non, mais vraiment, ils donnaient des questions nulles. Ils disaient, mais non, mais va regarder toutes ces interviews et dis-moi exactement toutes les questions qui ont été posées. Au final, j'ai réussi à trouver des questions connes, mais intéressantes, Ok. qui sont passées. Ok. Ça s'est bien passé, ils ont bien aimé l'interview. Et voilà. Après, j'ai continué à faire mes interviews de rue, j'ai retravaillé avec GQ. Mais déjà, à l'époque, j'étais vraiment saucé, quoi. Genre, j'étais dans ma bulle en mode, oh mon dieu, ça. tout ce que j'ai voulu avoir. Optimisation, T'as tout. essayé de faire, ça a marché en fait. C'est ça. Et à un moment, je me réveille. Non, je me suis réveillé directement. J'ai rencontré une amie à moi, Jennifer, qui, elle, vient aussi d'une famille très riche, mais qui a une éthique de travail, mais vraiment carrée. Parce que elle est pilote, son père, il est entrepreneur, et son frère, il est data scientist, mais il avait fait une formation en cybersécurité. Ok, genre. Et moi, ça m'ouvre un nouveau truc. Je me dis, attends, ces gens-là, c'est des bosseurs. Genre, c'est des gens qui sont en train de construire un truc réel et tout. Et moi, je regarde à côté ce que je fais en rétrospective. Bon, ok, je travaille avec des marques cool, mais tous les Viano, tous les trucs et tout, c'est pas moi qui paye, c'est des invitations. Et le cash flow n'est pas optimisé. Ouais. Et moi, ça commence à m'énerver d'être payé tous les 40 jours, de devoir poursuivre l'argent comme ça. Et en plus, c'est mon agence. Donc, je peux pas me lever comme ça, dire aux marques, ouais, payez-moi, sinon on fait ça. Tu vois, c'est elle qui devait prendre l'initiative. Sauf que c'est une agence. Et elles peuvent pas se lever et dire à une marque, c'est ça. Ouais, c'est risqué, ouais, bien Et sûr. du coup, je me suis rendu compte que l'influence, c'est un peu chiant. Tout ce que les gens postent Ok. sur LinkedIn, alors désolé, je vais un peu leur tirer une balle dessus. Non, Tout ce que les gens postent sur LinkedIn par rapport à ça, ça m'énerve. Oh mon Dieu, tous les matins, Donne-nous des petits exemples. Là, le top 3 d'exemples qui te saoulent. Parle. je me réveille, j'ouvre mon LinkedIn, je vois un post de je sais plus qui avait créé quelle agence, parce qu'apparemment tout le monde a son agence sur Paris. J'ai trouvé un moyen d'optimiser les relations avec les clients auxquels personne n'a pensé. J'ai réussi Pour prendre des décisions encore plus faciles. Je me dis, ok, il a trouvé un truc de dingue. Pourquoi pas? Je garde un esprit ouvert. Mm. Vous savez, il avait découvert quoi? Les sondages sur WhatsApp. Waouh, dinguerie. J'envoie à tout le monde, je dis non. Depuis quand on fait un post LinkedIn pour dire que tu as découvert les Après, le truc, c'est que les sondages sur WhatsApp? Arrête. il y a de tout. Il y a de tout. Mais il y a un surtout- sondage sur WhatsApp, arrête. Les gens vont être intéressés. Tu sais, c'est comme les gens. Mais attends, non, mais c'est comme les gens qui sont en marketing qui disent ouais, les gars, si jamais vous mettez 999, c'est mieux que 100 euros. Non, shit, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la même Le chose. truc que je me dis, c'est que aussi, le principe même de LinkedIn, c'est les. Comment dire? Pas les seniors, mais tu vois, les gens qui sont pas dans la technologie, tu vois. Et Pas sur- que, hein. Je me dis, ton daron, il sait pas faire les sondages WhatsApp, frère. Mais tu travailles avec des gens qui travaillent avec des influenceurs. Bien sûr qu'ils savent faire un groupe WhatsApp avec un sondage. Arrête.
En fait, c'est désolé. c'est vrai que la catégorie LinkedIn, c'est vraiment un réseau, on va dire, de trentenaires, quarantenaires, tu vois. Et il y en a beaucoup, je pense, qui découvrent des dingueries. Ah non, mais Tu sais, moi, ça m'a saoulé. Ils regardent comme ça avec leurs lunettes, ils disent mais non. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tous les jours, les gens parlent d'influence. Ils disent, oui, il faut que Tintin marche. Alors, premièrement, l'influence, c'est hyper random. T'as Ouais. des millions Sans blague. de profils qui sont censés percer, de contenus qui sont censés percer, mais qui ne percent pas. Donc, quand vous venez nous dire tous les 4 matins que vous avez trouvé la recette du succès, que la recette c'est A plus B plus C, je suis désolé les gars, c'est pas de la chimie, c'est hyper random. Il y a des gens qui avaient des carrières fulgurantes, à un moment donné ça s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Donc arrêtez de nous faire croire que vous avez inventé l'eau chaude, surtout que derrière ils ont des pratiques de business un peu shady. Masterclass gratuite sur le sur le lien en dessous de description. Ah non, mais vraiment. 3 jours. Donc moi je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie, Non, c'est pas vas-y. réel. Bah ouais. Et il n'y a pas tellement d'argent que ça. Y a pas et j'ai pas envie de dépendre des cadeaux, des trucs. Non, moi, je veux pouvoir me lever un matin et dire, je veux m'acheter ça, je l'achète, peu importe avec quelle marque je travaille, peu importe ce qui se passe. Donc, j'ai un peu mis de Je côté. mérite mon argent et je fais mon argent moi-même. C'est ça. Ouais, de fou. Et là, bon, alors, vous allez me penser que je suis une personne hyper superficielle. Je tombe sur les stories d'un mec Instagram qui fait un peu de l'influence, mais tu vois, très low-key, très chill en mode du monde de sa vie. Je vois le mec, c'est ça. Et je vois le mec, il a un sac Birkin, il habite à LA dans un appartement de dingue. Et je me dis, ok, je sais pas ce que cette personne-là fait, mais je veux le même lifestyle, je veux faire la même chose. Et du coup, elle est photographe de mariage, mais tu vois, pour des mariages en mode Des mariages. 6 chiffres, Ouais. tu vois, des gros trucs. Et je me dis, ok, c'est ce que je veux faire. Je commence à rentrer. Parce que moi, faut savoir aussi que je suis quelqu'un de très snob. Et donc, je me dis, ok, j'ai l'impression que ça me correspond, un milieu où les gens sont snobs, mais où derrière, tu as un vrai skill. Tu vois, où tu sais manier ton appareil photo, tu comprends le langage, tu Des apprends de hard là. skills, quoi, des vraies compétences. Ouais, C'est ça. pas juste des soft skills en mode tu discutes bien, tu communiques bien, tu connais, ouais, bien Et sûr. moi, je me dis, bon, c'est la 3e fois que je change de parcours de vie. Est-ce que je veux vraiment le faire? Mais je me dis, C'est un arbre de compétences. c'est là. quoi? Je vais apprendre, je vais m'instruire. Ouais. Au pire, ça marche. Au pire, j'aurai appris un skill qui va me servir toute ma vie. C'est bénéf dans tous les cas. Ouais. Vraiment. Photographie, c'est fou. Genre, je commence à acheter les livres de Suzanne Sontag. Elle aussi, ça me prend la tête. Oh mon Dieu. Mais au final, j'apprends et je trouve que j'ai un peu un knack pour ça. Ok. Et derrière, j'avais rencontré une personne qui voulait lancer une marque également. Mais pas une marque de vêtements, une marque de gummies, un truc comme ça. Ok. Et moi, à l'intérieur de moi, faut savoir que je suis une personne qui fait les choses de manière très réactionnelle. Ok. Ça a déclenché une espèce de jalousie où je me suis dit, OK, you think you can do this? I can do a brand too, and I can do it better than you because I'm a fucking genius. So I'm gonna lock the fuck in and do my brand. Tout ce que j'ai mis de côté, Voilà, à l'écran. tout ce que j'ai mis de côté pendant 4 ans avec l'influence et tout, je me dis, OK, c'est le moment de faire ma marque. Je commence à réfléchir à quoi ça va ressembler, quel sens ça va avoir, quelles seront les inspirations. Bon, je commence à faire mes drafts et tout. Faut savoir que je suis quelqu'un qui ne dessine pas trop bien. Donc, je me dis, OK, il faut que je crée une ligne de vêtements, mais quel type de vêtements? Paf, des vêtements pas oversize, mais qui jouent vraiment sur les coupes, sur les formes. Donc, je commence à faire des dessins, j'apprends à faire un patron technique. Et tu vois, je commence à vraiment créer quelque chose de cohésif. Ouais. Au final, j'ai tout mon truc, mais c'est vraiment brouillon. Je suis seul derrière, tous les trucs, c'est moi-même qui ai appris. J'ai un nom de marque. Au début, c'était Ibis Studio. Je montre le logo aux gens. Ils me disent non, c'est moche. Mais au moins, ils sont cash. C'est pas des yes man. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui prend le feedback d'une manière tellement toxique Ouais. que je commence à dire à tout le monde qu'ils sont bêtes, Qu'ils les qu'ils bloquent. se connaissent rien. C'est ça. Et du coup, je crée le compte pour Ibis Studio. Je me rends compte que ça existe déjà. Ah mince. Je me dis, OK, il faut pivoter. Je veux mon chat GPT. Trouve-moi un nom de marque Aïe, japonais. ah. Il me trouve des noms, c'est nul. Je dis non, trouve-moi des mots japonais. Il trouve des mots, c'est nul. Après, je vais essayer de chercher des mots parce que derrière, j'avais toute une idée de branding. Je me suis Ouais. dit, je vais utiliser la couleur pêche parce que c'est différenciant et que c'est une jolie Ok. couleur. Ok, ok. Et derrière, plus je fais des recherches, je découvre le mot omoi. Omoi qui est un mot qui signifie un sentiment caché, quelque chose de plus profond que ce qui n'apparaît à l'œil Sentiment, premier. ouais. Et du coup, je me dis, OK, j'ai trouvé un nom qui est profond pour la marque. Ok. Le motto, entre guillemets, c'est Elegance within reach. Je commence à avoir quelque chose qui commence à avoir du sens. Donc, je me dis, il faut que je raligne toutes mes idées, toutes mes créations,
touche vraiment l'univers de Direction marque au artistique même en niveau. général, ouais. Exactement. Du coup, je crée un autre logo avec Omoy qui ressemble un peu à celui d'Ami, tu vois, un truc assez simple que les gens peuvent facilement identifier une marque de luxe. On me dit encore une fois que c'est moche. Oh, Donc, purée. encore une fois, je m'embrouille avec tout le monde. Je leur dis qu'ils ne connaissent rien. Je dis, mais qu'est-ce que vous en connaissez, vous Acne Studio, vous croyez que le logo, il est magnifique? Non, c'est C'est vrai qu'il est bateau. reconnu. Ouais, vas-y. Au final, je change quand même le logo parce que quand 10 personnes d'affilée te disent que moche. ça va pas, Ouais, ouais. ça, en plus, en réalité, il était moche. Donc, je recrée un logo et là, je commence à avoir tout un univers de marque qui s'ouvre. Je commence à apprendre les techniques japonaises, le traditionnalisme. Qu'est-ce que la couleur pêche veut dire chez eux? Parce que je me dis qu'il faut que ce que je construis, ce soit vraiment indéniable. Ouais, et que sinon ça ferait imposteur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fait que tu Exactement. connaisses tout, on peut te Mm. parler n'importe quoi, tu dis, ah non, mais c'est bon, je sais en fait. Et ça, c'est vraiment ma plus grande peur, que les gens regardent ce que je fais et qu'ils disent, OK, ce mec-là, il fait semblant. Et Oh, ce qui m'avait aidé aussi, c'est que je sais pas si vous connaissez sûrement la marque Borderline. ça peut-être, ouais. Moi, je trouvais qu'ils faisaient des trucs hyper stylés. Et je me suis dit, purée, leur truc, mais c'est tellement recherché, c'est tellement profond. Il faut que ma marque ait du sens comme ça. Parce que je peux pas lancer un Zara, je peux pas lancer un Inditex, j'ai pas les fonds. Il faut que je crée un truc qui ait du fond, Ouais. qui parle aux gens et qui ait du sens, qui soit vraiment indéniable. Du coup, je continue de dessiner mes trucs. On me met en relation avec des producteurs. Ils me disent, ah ouais, faire un pantalon, c'est hyper compliqué. Donc moi, je commence à prendre peur. Je me dis, c'est quoi? Bah oui. Je vais faire une nouvelle écharpe qui va rivaliser l'écharpe d'Acne Studio. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point le mec, il était delusional? De zin, Delusional. tu vises tellement haut que tu peux que réussir. Ah Est-ce non, que mais- je jure ou pas? Ouais, mais en rétrospective, c'était n'importe quoi. Plus je développe l'écharpe, L'écharpe à tes studios, quoi. non, mais moi, je me suis dit, ouais, faut que mon écharpe, elle soit mohair. Je commence à aller chez Acne, chez l'OEV, regarder les finitions. J'envoie au producteur, je dis, oui, il faut que les finitions soient teintes. En mohair, hein, surtout, ça coûte cher. C'était l'écharpe en production, elle me disait, ça allait coûter 80 € la pièce. Et Je me disais, moi, mon Elegance Within Reach, je me disais, ouais, je vais vendre mon lézard par 50 €. non, N'importe quoi. non, N'importe quoi. Et les producteurs avec qui je travaille, ils me disent, oui, oh, vous savez, il va falloir faire pas mal de concessions. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis, oui, 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 je suis prêt, je suis prêt. Première concession. On peut pas utiliser le mohair, il faut utiliser l'alpaca. Déjà, c'est pas grave, c'est pas grave. Deuxième concession, on peut pas teindre le textile pour des faibles quantités, il va falloir choisir des couleurs qui existent. Je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave. On m'envoie la palette de couleurs, au final, c'est un truc hyper sobre. Donc, on est obligé de passer d'un modèle Ouais. hyper coloré comme Acné à un truc beaucoup plus sobre. Je me dis, bon, it's okay. It's okay. Et plus j'avance, plus je me rends compte que le produit ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête. Et je me dis, bon, mais personne va acheter ça. Oui, bah toi, en tout cas, pourquoi toi, tu l'achèterais pas, donc pourquoi? C'est que si C'est ça. toi-même tu le sens pas, bah ça sert à rien de le vendre aux gens, quoi. Exactement. Et j'arrive à un moment où on me dit, OK, il faut payer des samples, il faut en payer 15, ça va vous coûter 1500 €. À l'époque, c'est tout ce qui me... Attends. Attends, 15, c'est oui. 15 500 €. Oui, c'est 100 € le sample. Bah, c'était des écharpes en alpaca. Oui, Donc, mais forcément, en vrai, je peux comprendre, mais généralement, bah, je sais que les gros fournisseurs, quand c'est des petites marques avec plein de passion, comment ils se gavent, ils font exprès. En plus, Parce qu'ils savent des qu'ils vont- fournisseurs qui viennent d'Italie, qui travaillent avec du vrai cuir et tout. Ah, je voulais faire le T'es allé truc bien. loin, hein. Avec un combien de capital de départ? Je peux pas vous dire que j'ai fait n'importe quoi avec le capital. Moi, mon problème, c'est que je suis le genre de personne où il faut dépenser pour faire de l'argent. C'est Après, vrai. c'est logique. Et des C'est dépenses vrai. bêtes, j'en ai fait beaucoup. Ah mince. Et on arrive à un moment où il me reste 1500 € sur le compte de la... Non, il me reste 700 € sur le compte de la marque. On me dit, ouais, les samples, ça va coûter 1500 €. Bah, Donc je me dis, ok, vous savez quoi? Donnez-moi un mois, je vais trouver l'argent. ok. J'arrive à trouver l'argent, mais au moment de payer, j'ai un gros frein à l'intérieur. Je me dis, attends. Un bon frein. Tu sais, le mec qui te tape sur l'épaule comme ça, arrête. C'est ça. Stop. Et je me dis, ok. Fais des pantalons. Et dis, t'as 1500 €, tu veux soit foncer dans ton truc d'alpaca, où t'es pas sûr, tu sais même pas comment tu vas vendre ça, t'aimes même pas les couleurs, ou bien tu peux arrêter et faire ce que tu voulais faire de base, c'est-à-dire des jeans. Ouais. Donc j'envoie un message au producteur, je dis ouais, je suis désolé, il va falloir arrêter le projet. J'avais déjà investi 2000 € de capital dans ce truc-là. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, 2000 € dans une vie, c'est rien. Surtout que tu peux pas te dire, juste parce que tu as dépensé 2000 €, tu vas encore investir près de 2000 € dans un truc dans lequel tu ne C'est crois pas. vraiment ce one life. Moi, je me suis dit, ça sert à rien. Donc j'ai abandonné ça. Et je me suis dit, allez, on fait nos jeans. Ouais. Je commence à apprendre sur les jeans. J'ai une coupe de jeans en tête que je voyais souvent sur les sites coréens, mais que j'arrivais pas à comprendre. Et je me suis dit, non,
il faut que mon jean ressemble à ça. Ok. Il faut que mon pantalon soit comme ça. Il faut que j'arrive à avoir cette look. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas à quoi ça va ressembler parce que j'ai aucune compétence technique à Mais l'époque. ça te capte, ça tape, tu te dis non, Exactement. il faut l'avoir. Ouais, ouais. Donc j'achète des livres sur le jean, sur le textile. Ah ouais. Je commence à m'instruire, à regarder, à apprendre vraiment tout. Et je tombe sur un truc qui a du sens pour moi. Et ensuite, je regarde énormément de références, de marques différentes pour capter un peu les formes, les volumes, les coupes, les plis, comment ça fonctionne. Ouais, comment fonctionne la structure d'un jean en général, Exactement. surtout sur les marques assez premium, de luxe, notamment dans les autres pays, Mm. tu vois. Ouais, Et là, je me rends compte que ce qui joue dessus, c'est les plis. ouais. Et comme j'étais un peu matrixé par le jean brut, je sais pas ce que ça voulait dire, je me suis dit, ouais, je fais un jean en jean brut. Donc là, bonne nouvelle, j'apprends que c'est grâce également au jean brut qu'on arrive à avoir une structure très sturdy, entre guillemets, d'avoir Ok. un truc qui tient. Et je me dis, ok, j'ai toutes les clés, faut que je fasse un bon patron, que je trouve un bon producteur. Donc je commence à chercher comment entrer en contact avec des producteurs japonais. Oh, yeah. Et je me dis, ah oui, apparemment, eux, c'est des gens qui aiment bien rester exclusifs, qui travaillent pas avec n'importe qui. Donc, je contacte énormément de producteurs, j'ai très peu de réponses, mais j'arrive à en trouver avec qui je peux faire le pantalon. Ok. Et en parallèle, tout le monde me dit à côté, oui, mais Eddie, fais-le en Chine, c'est moins cher. Mais tu sais, la Chine, ils travaillent bien. Et je dis, mais c'est pas un jean brut. écoutez. Quand vous rentrez chez Mercedes, Ouais. ça dit Mercedes-Benz, Deutsche Qualität. Tu sais que c'est un moteur allemand, même s'il y a d'autres constructeurs qui font d'excellents moteurs. Le moteur, il est allemand. Exactement. Bien sûr. Tu sais que quand tu vas rentrer chez les Allemands, c'est pour le moteur, c'est que ta voiture elle va être puissante. C'est pareil avec le textile. Tu sais que quand tu vas chercher du jean, soit au Japon, soit en Turquie, tu vas avoir de la qualité. C'est des trucs qui se vendent pour d'eux-mêmes. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Le marketing, la perception, c'est 80% du truc. Mais clairement, oui, t'as une bonne com, t'as un bon marketing, ça passe, ça peut ça. Et je préfère travailler avec des experts où je sais que le produit va être bon, je sais que ces gens sont capables, que de me dire, allez, c'est une nouvelle marque qu'on va produire en Chine. Ça peut tellement te tuer au début. T'es une nouvelle marque qui arrive, personne te connaît, ton produit il coûte cher parce que t'es obligé d'avoir des hautes marges, sinon c'est pas rentable. Vu les En plus, tu dis que ça vient de fournisseurs, Chine. Ouais, bah ouais. Canada, et... C'est pas le cas. Mais surtout, les Japonais, c'est des experts dans ça. Il y a même une ville au Japon, je sais plus le nom, je sais pas si je la connais, une ville qui est spécialisée dans le Okayama gym Brits, je pense. J'ai oublié peut-être. comment ça s'appelle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, cette ville-là de fou. Et je me dis que le jean brut est né là-bas, connaît et littéralement un culte là-bas. Donc bien sûr qu'il faut prendre le Japon. Logique. Donc je commence à travailler avec eux, on voit des samples et tout. Et en parallèle, je fais la partie planning financier pour mon entreprise. Ouais. Et je me rends compte que le gym brut, ça va coûter hyper cher. Logique. Et que en plus, le design que moi j'avais en tête, il n'y avait pas de couture sur le côté pour le jean. C'était vraiment un truc continu. Donc, je dois vraiment faire comme un kama où tu as cette ouverture sur le côté et où tu as vraiment un truc continuel. Ok, Sauf je- que avec du jean japonais, surtout en selvage, la trame est hyper serrée. Donc pour faire un truc comme ça continu, ça gâche énormément de textile. Ouais. Donc j'étais soit obligé de faire une autre ligne de produits avec le gâchis, soit de payer un surplus. Et je me suis dit, ok, c'est pas possible. On abandonne le jean japonais pour le premier drop. Donc je me redirige vers le denim turc, j'arrive à faire un truc à peu près correct. Et je me rends compte que je suis tellement à fond dans mon projet que ça fait 3 mois que j'ai pas posté sur mon compte Instagram pour l'influence. Ouais. Et je me dis, c'est quoi, je m'en fiche. Ok. Je suis dans mon truc à fond. C'est un truc dans lequel j'y crois. Même si le premier drop, il n'y a pas un sold out, fair enough. Il y aura un deuxième drop. Il y aura après des pubs. Il y aura toute une communication sur les réseaux sociaux. Tu connais quoi. Tu sais comment ça fonctionne. C'est ça. Et au pire des cas, j'apprends. Au pire des cas, d'avant. Ouais. Et au final, bah voilà, on y sommes aujourd'hui. Hein. Shooter des campagnes, terminer Ouais, le ça. prochain produit qui va bientôt sortir. Les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur. Ouais, oui, c'est vrai, bravo, parce que très beau parcours. C'est vrai que là, tu as fait un monologue, mais très enrichissant. Non, vraiment, premier degré, parce que du coup, ça, c'est grave cool, parce qu'on a pu retracer tout ton parcours, ta volonté, surtout ta mentalité. Donc, t'es quelqu'un de bosseur qui est dans l'optimisation et surtout, t'aimes quand il y a de la pratique. T'aimes pas la théorie, genre docteur, tout simplement. Dis-moi. T'es un vrai hustler. Vraiment, depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis, mais waouh, en fait, juste depuis le début, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que t'as toujours eu un plan B. C'est-à-dire que dès le début, tu t'es dit, même s'il y a mes projets, je vais quand même avoir mon plan B au cas où. Parce que tu t'es toujours dit, ouais,
ça a peut-être marché, mais inconsciemment, t'avais quand même ce truc-là en mode doucement. Et ça qui t'a permis d'avoir ce truc-là aujourd'hui où maintenant t'es partout, tu vois. Et c'est ça aussi que, et franchement, je te félicite pour ça, même si je suis personne pour féliciter, parce que justement, aujourd'hui, t'as ta propre marque de vêtements, t'as ta propre marque de jeans, qui est, moi, je t'avoue, j'ai regardé, peut-être mis un panier dans, j'ai peut-être mis un panier en favori, mais voilà, quoi, tu vois. Et, bah, juste incroyable. Incroyable depuis le début, parce qu'on se rend compte que de youtubeur, t'es passé de tiktoker d'influence, ça t'a pas marqué tant que ça, ça t'a permis d'avoir tes marques, donc ça t'a permis après de partir de plus en plus dans l'entrepreneuriat, et surtout de devenir ton propre patron et pas juste être là avec une agence de communication et tout. Et maintenant, bah, t'es là, quoi. Et surtout le fait que t'aies entrepris plein de petits projets, t'as acquis une maturité professionnelle de zinzin à vouloir te renseigner, tout savoir, on va être comment dire, factuellement avoir les connaissances pour te revendiquer ou pour revendiquer ta marque, plus le fait que du coup quand tu faisais un métier ou deux, bah, c'est facile pour toi. T'as eu 5 métiers juste avant. Non, franchement, c'est très impressionnant et ce parcours est très impressionnant. Mais moi, du coup, j'ai une question pour toi parce que j'ai l'impression que t'as fait plein de trucs. Ouais. T'as fait beaucoup de trucs. T'as que 24 ans, frérot, et j'ai l'impression que t'en as 40. Mais maintenant, du coup, là, par exemple, là, du coup, actuellement, il est 21h50. On est tous arrivés, on était tous fatigués. C'est quoi ta journée type? De fou. À quoi elle ressemble? J'ai tellement perdre en aura, mais je suis une personne qui travaille beaucoup, mais qui travaille très mal. Ok. Parce que je peux me réveiller à 8h30. Et la première chose que je fais, je vais avoir une boostée d'énergie. Et je vais me dire, ok, j'ouvre mon ordinateur, je bosse sur un truc. Peu importe ce que c'est, je vais bosser. Après, je peux prendre une pause pendant 3 heures, travailler pendant 30 minutes encore, reprendre une pause. Mais pendant cette pause, je vais me dire, ah, il faut que je fasse ça, 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 ça. Du coup, je vais être à moitié en train de faire un truc, à moitié sur mon téléphone. Et à un moment comme ça, à 19h ou à 18h, je vais dire, ok, il faut que je travaille. Et je peux rentrer dans des tunnels où je vais bosser sur un truc pendant 5 heures, mais genre de 19h à 23h, quoi. Alors que je serais censé être en train de cuisiner, faire autre chose. Mais t'es passionné, t'es obsédé. On le voit, genre ça se ressent même quand tu le pars avec passion. C'est pour ça aussi. Ah ouais? Bah, Ah ouais. franchement, ah oui. Ah oui, t'es là, t'es posé. Vraiment, tes mains serrées. T'es en mode. Alors moi, j'ai fait ci, ça, mais genre un truc qui me chafouinait là. Et du coup, j'ai continué. Non, mais on sent vraiment une réelle passion pour la mode en vrai de vrai, tu vois. C'est que, en plus, t'étais pas quelqu'un qui était totalement là-dedans d'abord. Ouais. T'as vraiment il y a aucun rapport avec les micro-trottoirs, tu vois, pour le coup. Genre, même si tu les as fait pour justement avoir ce côté-là mode où justement tu voulais qu'on te prenne au sérieux. Genre vraiment, t'as voulu bomber le torse, ça se voit et t'as réussi. Tu vois. Mais du coup, la passion pour la mode était venue d'où? Est-ce que ça vient de tes origines? Est-ce que ça vient d'un peu plus loin? Ou c'est venu est-ce que c'est venu après à force d'expérimenter un peu dans le milieu? Ouais. Ça vient d'un ami à moi Ok. qui a toujours été, non, qui est rentré dans la mode au moment où j'ai rencontré, et il connaît énormément de choses. Ce gars, c'est vraiment une sommité. Tu peux lui montrer une jupe, il va pouvoir te citer l'année, le directeur artistique, le textile, enfin, c'est un crack. C'est un Vogue Runway. Wow, Un Vogue Runway, le truc. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce qu'au début, pour moi, la mode, ça l'est toujours, c'est un milieu hyper fermé, où les gens sont snobs, Ouais. et où, tu vois, il faut s'offrir pour entrer. Donc, je regardais de loin en me disant, ouais, moi, tu vois, je vais pas rentrer dans ces trucs superficiels, mais ça m'intéresse. Et quand j'ai commencé à avoir mon propre argent, j'ai commencé à chercher un peu cette validation sociale, de dire, ouais, oh, je vais acheter des marques de luxe, je vais avoir ci, ça, ça, ça. Et au final, plus je grandissais, plus je devenais la personne que je suis. Plus la mode, plus les apparences, plus le goût, ça avait un rôle central dans ma vie. Ok. Et pareil, avec la photographie, je me suis dit, je suis déjà dans la mode, mais je m'habille vraiment comme un Instagrammeur. Et j'ai pas envie d'être perçu comme un Instagrammeur. J'ai envie d'être perçu comme quelqu'un où, tu vois, tu rentres dans la pièce, tu sens que cette personne est légitime. Ouais, comme Tu sens toi, qu'elle a quoi, sa direction artistique, qu'elle est fière de son style, qu'elle achète les pièces, pas parce que c'est trendy, mais parce que ça a du sens, c'est aligné avec sa personne, avec ses valeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette relation avec la mode où j'étais moins dans le paraître, dans le j'ai envie de prouver, j'ai envie d'avoir ci, ça. Et où je me suis dit, j'aime la mode, j'ai envie d'avoir des marques qui me parlent, qui me ressemblent, et avoir une garde-robe où je peux rentrer et me dire, ok, cette pièce-là, j'ai payé à 3 ans, mais toujours d'actualité. Oui. Et ça colle à ma personne, quoi. Les gens me voient, me disent, ok, Eddie, c'est quelque chose. Eddie, c'est ce qu'il fait.
Et est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est plus un trait de caractère ou c'est un personnage? Est-ce que c'est vraiment toi, à proprement parler, ce côté un peu, je veux rentrer dans la pièce et je suis, on va dire, iconique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou c'est vraiment un personnage que tu donnes parce que tu te dis, si jamais j'ai pas ce personnage-là, je pourrais pas forcément me démarquer. Je pense que c'est un peu des deux, Ok. parce que je suis un grand snob. Ah, j'aime quand les gens me remarquent arriver. Franchement, même s'ils me connaissent pas, même si je fais rien de ouf, Ça fait toujours plaisir, t'as un C'est petit ça. regard, un petit guette sur le juste fait que, Ah oui. même pas un petit regard, que tout le monde se tourne. Quand je dis c'est qui lui? Parce que moi, le truc, aussi, il faut savoir que j'adore montrer. Oh là là. En fait, je viens d'une petite ville Ouais. et les gens n'ont pas forcément de goût. Et mes parents, ils ont des très belles voitures. Et moi, ce que j'adorais quand j'étais petit, c'est quand on me déposait à l'école, juste descendre des voitures. Et à l'époque aussi, comme j'étais dans une petite ville, que j'étais noir, que les gens avaient des personnalités très limitées, on me considérait pas comme grand chose. Là, genre, quand je parlais de moi, de ma vie, pour les gens, c'était en mode, mais allez, c'est qui ce petit, genre, move. Oui, on a le mot en tête, mais. Et du coup, quand j'arrive et que je descends d'une berline allemande, tout le monde regarde. Et je dis, purée, c'est qui lui? En mode, ah ouais, lui, ça, c'est quelqu'un qui pèse. Et du coup, en grandissant, j'ai commencé à avoir cette envie de vraiment peser. Ok. Et plus je creusais, plus je me disais, non, je peux pas juste peser dans l'apparence, il faut que je pèse aussi dans la connaissance. Ok. Que j'ai vraiment quelque chose de réel derrière, quoi. Et du coup, ce qui était un personnage au début est devenu moi. Devenu toi derrière, mais en fait ça construit tes traits de personnalité. C'est vrai que tu disais que entre guillemets les Noirs du coup ne devaient là-bas n'étaient pas bien représentés ou tout simplement ils avaient pas de comment ça s'appelle, je sais pas comment dire. Pourquoi tu me. Non mais je suis en train je suis en train de réfléchir en même temps à ce que Tu je m'as veux dit, dire. ouais, tu t'y connais, toi, non? T'es noir, toi? Pas du tout. T'as du micro, frère, c'est trop bizarre, gros. J'essaie de compléter. D'un coup, quel mot, quel mot? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient pas. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Écoute-moi bien, tu vas Ils pas dire n'étaient le pas mot, je intégrés. Non, oui, peut-être pas que ça. pense. Surtout, Seigneur, comment ça m'a Non. intégré? elle le dit quand même. Et il disait que les Noirs étaient pas mal vus, mais en gros, entre guillemets, non, ça va être personne, quoi. Oui. Des ok, nobody, oui. des nobody, Ok, voilà. Parce que je ok. parle anglais, moi aussi. Ouais, parce que Non, des nobody en mode on est personne, ça va servir à rien. Et c'est vrai que rien que le fait aussi d'avoir cette pression sociale, t'as envie de te démarquer. Tu vois, et ça reste normal parce que depuis tout petit, tu te démarques. Et toi, on voit que dès le petit, tu as eu énormément de choses qui t'ont permis de te dire il faut que je me développe, il faut que j'évolue. Beaucoup de gens ne sont pas stimulés. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre cette stimulation et se contentent de la vie qu'ils ont actuellement. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, ce que je veux rebondir, c'est que du coup, je sais qu'en tant que noir, du coup, parce que moi, j'ai la légitimité de parler. Mais du coup, moi, en tant que noir, qui a vécu dans vraiment le patelin, parce que du coup, moi, j'ai déménagé beaucoup de fois. Moi, quand on a Forever, les frères, n'oubliez pas. J'ai vécu vraiment dans des patelins de campagne, de cons, tu vois. Et je me renferme de foi ce que tu dis. Comme quoi, quand on est noir et qu'on arrive dans une campagne ou dans un endroit un peu isolé du monde, juste, on est isolé du monde, nous aussi. Tu vois, et que du coup, on n'est pas forcément dans ce moule-là, et que justement, pour rentrer dans ce moule-là, faut faire 10 fois plus. 10 fois plus, et surtout, faut se montrer de malade. Et c'est ça, et ça aussi, faut en parler, en vrai de vrai, parce que, c'est compliqué déjà, même quand tu l'as dit, que dans le milieu de la mode, c'est un milieu très snob, très égoïste, vraiment en mode, je suis moi, et je veux pas que tu sois moi, je veux pas que tu sois avec moi, parce que je suis quelqu'un. Tu vois, alors qu'il n'y a pas forcément ce truc-là, tu vois, et surtout que, justement, on l'a vécu aussi, et je pense que tu l'as vécu aussi, du coup, c'est que, en tant que noir, on ne nous voit pas, tout simplement, on ne nous voit pas, et il faut justement arriver en voiture berline noire pour qu'on nous voit. C'est pas, et du coup, le principe même que tu dises que justement c'est devenu un personnage, c'est dommage. Bon, ça, c'est ce qui t'a permis de venir aussi aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je me demande, est-ce que pour toi, tout ce qui est mode, tout ce qui est un peu parce que du coup, t'as eu un train de vie qui t'a formaté un peu dans ce truc-là, ou en tout cas grâce à une éducation du coup aussi, qui t'a fait te dire, ok, maintenant, faut que je montre que je suis quelqu'un, que je suis Eddie, tu vois, et pas forcément le fils d'eux ou l'oncle d'eux. Est-ce que pour toi, du coup, tout ce train de vie-là, toute cette volonté de toujours aller plus loin, c'est devenu un refuge, une obsession, quelque chose de ce type-là? Je pense que c'est devenu une obsession. Et même plus que ça, c'est ancré dans qui je suis en tant que personne. Ouais. Franchement. Et en parlant de personnage, disons que le plus gros personnage que j'ai joué, c'est quand j'étais créateur de contenu. Parce que le problème, c'est que quand t'es créateur de contenu, t'es facilement classé dans la catégorie... quand t'es noir, t'es facilement classé dans la catégorie urbain.
De En mode, ouf. ok, Ça, de il est malade. noir, il Je fait te du street jure que c'est style, vrai. du streetwear. Streetwear. C'était arrivé à un moment où j'arrivais à des shoots et je me disais, mais moi, je m'habille pas comme ça. Je sais pas ce que je vais mettre. La personne qui est à l'écran, on va me regarder dans la rue, c'est pas du tout qui je suis. Je joue un personnage, ça sert à rien. Et je me rends compte, mais moi, quand on prosait les trucs, j'avais des propositions de JD Sport, de Adidas. Je crache pas du tout sur Adidas parce que, allez, c'est une grande marque et je suis content qu'il m'ait proposé le truc. Mais quand, continuellement, t'es vu comme cette personne-là qui fait du streetwear, ça devient fatigant. Je me dis, mais c'est pas moi, je peux pas continuer à jouer un personnage comme ça toute ma vie et me prétendre être légitime dans la mode parce que d'un côté aussi, ça tue la légitimité. Tu veux pas te ramener toujours en Timberland, full ensemble jean, sweat et prétendre, allez, Ça demain, va je vais arriver comme Tupac. C'est ça, et Ah dire, ouais, ouais, ouais. demain, moi, j'ai travaillé avec Margiela. Non, la mode, c'est ultra dans les optiques. Et déjà, quand t'es une personne de couleur, mais qu'en plus, t'es catégorisé comme une personne de couleur et tout ton branding, entre guillemets, c'est un côté urbain, ça devient quasiment impossible d'être reconnu par les grandes institutions. Mais c'est... Vas-y, je t'en prie, vas-y. Bah, moi, personnellement, je vais prendre mon expérience, tu vois. C'est que j'ai fait un shooting récemment avec une marque que je vais pas dire, tu vois. Seigneur, il vient de se passer un truc de fou. Non, heureusement, il n'y a pas ça à la caméra. Je disais, du coup, oui, j'ai fait un shooting récemment avec une marque dont je tairai le nom parce que, bah, voilà quoi, on va se taire. Mais je sais qu'il y a aussi ce truc-là où dès que j'ai été mis dans le casting, bah, on m'a dit, toi, tu vas être la version street. Tu vois. Parce que bah, je suis ce noir loxé, un peu fashion, et du coup, bah, forcément, on se met dans ce truc-là en mode, ouais, t'es comme ça, tu resteras comme ça. Alors que pour moi, forcément, en fait, être noir, ça doit pas être catégorisé. Tu vois, être noir, c'est tout. C'est simplement, les styles devraient pas être limités à une couleur de peau ou un genre ou quoi que ce soit. C'est ça, exactement. L'inclusivité dans la mode, c'est là d'ailleurs qu'elle évolue en ce moment actuellement, en BIT 2025, BIT 2026. On voit vraiment qu'il y a une ouverture des personnes et tout simplement même des institutions à beaucoup plus prendre en compte tout type de personnes, ce qui n'était pas le cas avant, ou en tout cas nous quand on était plus jeunes. Bah, moi après je me prononce pas parce que j'ai pas vécu ça, mais néanmoins là on voit vraiment une évolution et c'est ça qui nous plaît aussi là actuellement avec la mode, c'est que par exemple des marques indépendantes ou même tout simplement des petits créateurs qui n'hésitent pas à se dire c'est pas parce que tu n'es pas blanc aux yeux bleus coupe sur le teco que tu peux pas percer dans ça et je The trouve ça call is totalement coming from inside the house. Literally. Là, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je comprends le combat, je peux pas m'identifier, bah oui, mais je le comprends totalement. Et, tu sais, notamment quand on en discute souvent, je suis totalement d'accord avec ces stéréotypes qui devraient pas exister, en fait. Je vois pas pourquoi ils existent encore. Et je trouve que, en 2025, on a fait vraiment un gros pas là-dessus, en tout cas. À ce que j'ai vu. Après, peut-être j'ai une vision fermée, j'en sais rien, c'est peut-être que les réseaux. Mais je trouve qu'on a fait vraiment un gros pas sur l'inclusivité, en tout cas dans la mode, et même en général que tout type de personne peut réussir. Tout type de personne, qu'elle vient de n'importe où, peut avoir une success story en gros. Bah, moi, je trouve que c'est pas totalement vrai. Ok. Parce que, si vous vous rappelez, dans les années 2016 et autres, Ouais. pour moi, en tout cas, et je pense dans l'univers collectif, il y a deux figures noires qui sont vraiment démarquées dans la mode. Ok. Et c'est Kanye West et Virgil Abloh. Ok, ouais. Mais aujourd'hui, quand on regarde, entre guillemets, le mercato des directeurs artistiques, mis à part Olivier Roustin, Ok. au niveau des décisionnaires, au niveau des personnes dans les équipes, au niveau des personnes qui dirigent, des tastemakers, c'est toujours les mêmes. Donc ça serait un peu du fake de la part des marques et Ah, du mais coup oui. bah donc en fait la fameuse loi je sais plus quoi qui passait notamment dans les entreprises américaines, un quota d'inclusivité en fait. Alors, Donc, c'est c'est bien juste que- d'avoir un quota d'inclusivité, mais au niveau de la mode, surtout en France, Ouais. il faut que ces personnes-là soient aussi décisionnaires. Parce que ce que j'ai l'impression qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent l'image des personnes noires pour apaiser, entre guillemets, pour dire oui, regardez, vous êtes représentés, mais derrière, c'est toujours la même machine. C'est plus en fait on utilise ces personnes-là plutôt qu'on les valorise. Exactement. Ok, totalement. Mais tu vois, bah, c'est vrai que moi, je peux pas. C'est vrai que je pense que le problème, c'est vu que je n'ai pas ce combat, et même si je recherche, je vais peut-être pas réussir à. Pas le non, je le comprends totalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
à creuser plus loin ou à me dire ah là on me baisse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je prends tout un peu comme un viewer classique. En gros, je vois, je dis ah ça, il y a de l'évolution et si ça se trouve c'est pas du tout le cas. Moi tu sais, je te dis bah totalement. Je sais que t'es dans le milieu, je sais que de quoi tu parles. Tu dis qu'il y a beaucoup de dictionnaires, c'est tous des blancs en costard cravate soixantenaire, la classique. Donc je comprends totalement. Et tu penses que 2025, 2026, ça bouge, ça va commencer à bouger, ça va peut-être évoluer? Bah, j'espère que ça va bouger, et je pense parce qu'il y a des figures comme Edward Henningfull, par exemple, qui a lancé son propre mag. Et lui, c'est une personne noire qui a de la légitimité après avoir travaillé chez Vogue British, je crois. Ok, oui. Et je me dis, bah, ce genre de figures-là, qui lancent leur propre média, qui ont une force décisionnaire, peuvent commencer à faire changer les choses. On l'a vu même avec, je sais plus qui c'est, je crois que c'est pas Marine Serre, mais Je vois pas forcément là. oh, c'est une créatrice noire qui est métisse de peau, qui a beaucoup de cheveux, qui est devenue la nouvelle directrice artistique de je ne sais plus quelle marque. Ok. Je vois de qui tu parles. Tu On vois mettra ça à l'écran juste ici. Et, Mais en gros, ça commence à arriver de manière progressive, Ok. mais en France, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas. On est vraiment fermé en France. Ouais, on est très traditionnaliste. On est très en retard, comme tu l'as dit, très C'est traditionnaliste. ça, on aime être dans des cultes, on aime travailler avec les mêmes personnes. C'est vrai qu'on n'accepte pas vraiment la nouveauté en France. C'est vrai Oui. qu'on est très très fermé là-dessus, surtout l'élitiste. L'élitisme. Et même, j'ai envie de le dire, c'est pas forcément la faute de ces gens-là, parce que ce serait trop facile de jeter de mettre tout le blâme sur eux. Je pense que c'est aussi, comme tu dis, la faute du consommateur lambda. Ouais. Parce que par exemple, il y a quelques temps, Ralph Lauren, ils ont fait une campagne Bluffs, je crois, où ils mettaient en valeur une communauté noire qui était un peu, on va dire, upper class. Et moi, bah, ce genre de campagne, je trouve que ça m'a beaucoup parlé parce que c'est une des premières fois, une des rares fois aux États-Unis, bah, je me sens représenté. Ok. Parce que généralement, les Noirs, dans les médias, on montre surtout des communautés. Allez, on va montrer Crenshaw, South LA, le Bronx. S'ils sont trop généreux, ils vont montrer. Comment ça s'appelle déjà Ladera Heights. Tu vois, les quartiers un peu les Black Beverly Hills. Ok. Mais vraiment montrer toute une communauté de personnes noires qui ont ce côté classe, qui se transmet très bien chez Ralph Lauren. Bah, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, ça leur a permis de se sentir représentés. Et la marque l'a fait d'une manière tellement authentique, où il donnait la parole à ses vraies voix, que ça ne pouvait qu'en fonctionner. Ok. Mais malheureusement, dans l'univers collectif, Ouais. avec certaines personnes, ça n'a pas résonné. Et de manière très bête, avec les communautés noires aussi, ça n'a pas résonné. Ah Parce bon. que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont tellement attachés à cette idée de oui, les Afro-Américains, on est comme ça, les communautés noires, on est comme ça, ah, c'est pas nous, c'est un peu performatif, oh, ils sont un peu whitewashed. Ouais. Je me suis dit, Ah mais ouais. Ça, qu'est-ce qui va pas avec vous, les gars? Là, vous êtes en train de confirmer tous les stéréotypes que ces personnes ont dans leur imaginaire. Fax, oh. Oui, oui, ah oui, clairement. Non, mais vraiment. Mais- Et je sais pas si vous connaissez, excuse-moi, je parle beaucoup. Non, t'inquiète. Si vous connaissez la série Black-ish. Si, j'ai vu. Oui, Black En Is, gros, incroyable cette Bah, au début, quand tu regardes le personnage de Dre Johnson, en gros, pour ceux qui connaissent pas, Blackish, c'est une famille de Noirs américains qui vit dans une banlieue privilégiée des États-Unis. Et le personnage principal, Dre Johnson, d'une manière très caricaturale, il struggle un peu avec son identité d'homme noir dans une communauté de blanches. Et des fois, il essaie de surjouer en mode « Ah oui, moi non, je suis très africain, on va retourner à nos racines. » Et des fois, son père même lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes C'est pas notre culture, arrête !» Et au final, tu te rends compte que cette crise identitaire, bah, c'est réel, parce qu'au final, il y a certaines personnes de la communauté noire, malheureusement, qui ont du mal à voir d'autres noirs représentés avec des codes qui ne sont pas ceux de leur imaginaire. Et ils se disent, ah oui, à toi t'es... Comment on dit déjà? J'ai oublié, ils ont un terme... Bounty peut-être. Non, pire que Bunchi. Pire que Bounty. Ouais, C'est déjà pas mal. enfin, en tout cas, bon, mais on va dire, ouais, Bunchi, ils se disent, ouais, toi t'es pas un vrai noir. Tu dis, mais Ouais, c'est quoi ça, être un ça, vrai c'est noir? vrai. Ça, Du c'est coup, vrai c'est de des ouf. stéréotypes de fou. En fait, du coup, ils se sont donné une fausse identité, peut-être, la communauté du coup noir, tout simplement. Non, mais c'est même pas une fausse identité, c'est juste que bah, moi je rebondis par exemple Oui, avec ouais. l'éducation de ma mère, tu vois, où ma mère elle m'a toujours éduqué en mode c'est pas parce que t'es noir que forcément tu fais partie de cette case là. Tu vois, c'est que être noir c'est pas une case comme je disais tout à l'heure et que attendez et que justement dans ce truc là communauté noire la plupart des fois on est surtout catégorisé comme
des mecs de la street. Si on doit bomber le torse un peu en mode on est noir, tout ça, alors que bah pas forcément, tu vois. Genre en vrai de vrai, on est tous comme on est nous-mêmes. Et dans Blackie, c'est bien représenté aussi, et même dans Atlanta, en vrai de vrai, tu vois, avec le personnage de Paperboy qui sort un peu de la rue, mais qui au final va commencer à de plus en plus se mettre dans les lieux un peu noirs, comme dans la saison 2 avec Amsterdam ou quoi. Il va commencer un peu à se mettre dans la communauté blanche, et il va se rendre compte des bienfaits comme des mauvaises choses, côtés, ouais, des mauvais côtés, tu vois. Mais c'est un peu ça dans toutes les communautés aussi. Et il y a ce truc-là où, juste, pour moi, être noir, c'est trop stéréotypé, que ce soit par les blancs, que ce soit par les noirs aussi. C'est qu'on est, on est trop été mis par ce stéréotype-là, mais c'est un peu aussi à cause de la colonisation, tu vois. Où, bah, derrière, on nous a mis dans des cases, juste, après là, ça part peut-être un peu trop en cacahuète, je pars peut-être un peu trop en besogne, mais par exemple, les religions, tu vois. Les religions qu'on a aujourd'hui, et les religions qui vont praise un peu les Noirs américains, bah, c'est des religions qui nous appartiennent pas de base, tu vois, mais qui sont devenues ce truc-là en mode oui, ça à nous, alors que bah pas forcément, tu vois. Et pour moi, c'est un truc qui me désole au plus haut point, c'est que vraiment, on n'a pas le droit d'être ouvert. J'ai l'impression. En fait, quand t'es noir, t'as vraiment ce truc-là. T'as pas la possibilité d'être toi-même. C'est ça, t'es obligé d'être différent, fermé. socialement parlant, tu vas devoir te fondre dans la masse plutôt ça. que t'exprimer et te émanciper. Ouais. Genre, par exemple, t'habites en cité, si tu fais du piano, ça va te voir pour un singe. Alors que, frérot, c'est grave ok, genre. Genre, c'est juste le fait d'être ouvert d'esprit. Sauf que l'ouverture d'esprit, elle est trop taboue dans la communauté noire, que ce soit afro-américaine, que ce soit noire tout court en France. Et en plus de ça, en France, vu qu'on a ce retard-là par rapport aux Américains, qui fait que, bah, par exemple, là, on voit avec Lacoste et Calbo, d'ailleurs, par à son âme, Lacoste qui va reprendre les codes de Calbo, alors que derrière, il y a 20 ans auparavant, il le détestait, tu vois. C'est un truc où vraiment, on est juste. D'où le fait qu'on rebondit sur le fait qu'ils utilisent l'image et pas qu'ils représentent. En fait, ils vont faire un peu, bon, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas le terme, mais en gros, ils vont utiliser une image pour passer mieux auprès du public en 2025 inclusif, mais en réalité, derrière, c'est juste pour faire du profit. Ah oui, Et il y a vraiment pas de volonté de représenter la communauté noire derrière. Mais du coup, on peut rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que justement ce besoin aussi de te sortir un peu de cette influence-là a été un peu alimenté par ce besoin-là de te sortir un peu de cette communauté en mode je veux pas qu'on me voit comme ça, quoi. Je veux pas qu'on me voit comme un mec streetwear alors que bah on le voit à ton style, tu vois. Tu n'es pas, je vais pas dire, tu n'es pas ce gars qui porte des jeans larges, des grosses casquettes New York. T'es juste So night tech. genre Les Renois d'Atlanta, attention. voilà, parle c'est de ça. vous. T'es pas Renoir d'Atlanta, tu vois. T'es toi-même. Et est-ce que t'as ce truc, est-ce que le fait de sortir de cette influence et du coup te donner un peu ce truc-là où tu veux ta propre image, ça a été un peu aussi alimenté par ça? Grave. Et je pense même un moment déclic, c'est quand je commençais à regarder mon feed Instagram et les collaborations que je faisais, les images de moi, ça correspondait pas du tout au reste de mon feed. Ouais. Quand t'arrives sur mon feed, c'est soigné, c'est un peu moody, tu sens qu'il y a quelque chose. Et je me dis, mais c'est qui cette personne? C'est qui cette personne sur la photo? Who are you? Sur son téléphone, il fait non. Non, c'est pas moi ça. Et moi, bah, j'ai toujours été entouré de personnes de la communauté noire qui me ressemblent, qui n'ont jamais adhéré à ces stéréotypes. Donc pour moi, c'était complètement abstrait. Ouais, je comprends. D'où, non, j'ai pas forcément, peut-être toi tu. Ouais, d'où un peu cette volonté de s'en sortir en vrai, parce que bah on l'a vu avec ton dernier shooting chez Dior que t'as mis sur ton feed Instagram, d'ailleurs incroyable l'outfit, frérot, je le kiffe de fou. Ah merci. Mais Chez tout. ah ouais, franchement, vraiment t'as d'être ça. Clairement, vraiment le mec est dans l'Eurofarm jusqu'au bout. Mais genre on le voit par ce truc-là aussi, parce que en vrai de vrai, la seule personne qu'on a vue récemment en tout cas porter un peu cette image de femme noire, un peu pas haut placé mais un peu élitisme, bah c'est Lena Situation, tu vois. Et il y en a pas forcément eu beaucoup de personnes aussi qui sont venues chez Dior, qui se sont imposées en mode ouais les gars, c'est moi, c'est mon outfit, je suis pas arrivé en mode grosse basket, veste en cuir noir à la Gunna. Je suis arrivé avec mon style à moi, mon truc, et personne ne va rien dire, vous allez rien dire, vous allez rien faire, tu vois. Et je pense que justement, c'est pour ça aussi que je suis aussi content qu'on t'ait invité aujourd'hui, c'est que tu représentes, pour moi en tout cas, tu représentes vraiment cette image forte de la communauté noire qui a su s'émanciper. Et period. C'est que vraiment... Black people. BLM. 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 C'est que vraiment, t'as su t'émanciper un peu cette image-là, un peu streetwear, que tout le monde a, tu vois. Alors que
t'es juste toi, quoi. Ouais. Et je pense peut-être indirectement, je dis pas que c'est factuel, mais peut-être que tu as aussi donné l'ouverture à d'autres créateurs de contenu en France pour faire ça, parce qu'on en voit beaucoup plus de différentes communautés. Bah, Yenei, par exemple. Genre, je sais Style by Sash notamment, que je connais, que aussi je regarde pas mal, Ouais, de ouf. qui ont peut-être, on va dire, entre guillemets, en voyant peut-être tes vidéos ou pas, hein, je dis vraiment, c'est peut-être aussi envoyé d'américains, mais j'ai l'impression qu'ils se sont dit pourquoi pas moi en fait. Ouais. Et c'est grave cool parce que tu as peut-être lancé un mouvement indirectement ou tu as fait partie de la partie d'un mouvement. Mhm. Et on le voit du coup de YouTube là maintenant à TikTok, on voit vraiment que ce style, tu vois, il te différencie des autres. Mhm. Et du coup, moi la question que je me posais c'était, ce style du coup on le voit un peu comme un masque social. Mais en même temps, à la fin, tu es devenu ton style. Mhm. Et donc, la question que je me pose là maintenant, c'est quand que tu as vu cette jonction entre je m'habille au début pour, on va dire, correspondre à mon identité, puis après, c'est normal que je m'habille comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, je me suis jamais vraiment habillé pour correspondre à une identité. Ok. Parce que la plupart, pendant très longtemps, je m'habillais vraiment pour Instagram. Je m'habillais pour avoir cette image du gars fashion et tout. Donc, c'est le masque social en question, justement. Exactement. Ouais, de fou. Et ensuite, je crois que c'est peut-être il y a 2 ans, Ok. ou il y a 1 an, Ah oui, très raison. où je me suis dit, mais tu sais quoi? J'ai envie de porter des vêtements que je peux porter partout. Pas que je me dise, ah non, je peux pas mettre ça aujourd'hui parce que je dois faire des photos pour Instagram. Vraiment que je porte des trucs et je me dis, tu sais quoi? That's just me. Au final, c'est un style qui se démarque pas forcément parce que je voulais aussi vraiment choquer avec mes tenues. Qu'à chaque fois, les gens se disent, oh, ça c'est hyper stylé et tout. Oh, c'est différent, ça change. Et un créateur comme Sacha, lui, c'est vraiment son vrai style, tu vois. C'est Oui, hyper oui, c'est ça. authentique, c'est ce qu'il va porter tous les jours. Et moi, je pensais que si je m'habillais pas avec un truc ultra extravagant, je serais pas légitime. Ouais. Et au final, je me suis dit, bah, je peux être légitime d'une autre manière. Je peux être légitime avec ma connaissance, avec mon style qui est vraiment moi, et en montrant cette dualité et cette preuve que bah, les deux choses peuvent être vraies. Nous, Renoir, on peut avoir un style très street, Bien mais il y en a aussi qui, à côté, ont des styles un peu plus classe. Ouais, plus Et les classe, deux plus réalités distingué, bien doivent sûr. être acceptées, quoi. Et donc, du coup, cette envie, de quoi on va dire, ça fait à peu près 1 an, tu as dit, ça fait 1 an, 2 ans où vraiment tu t'es dit, où là, je me sens vraiment moi-même avec mon style Ouais. et que je fais pas juste ça pour les caméras. Et est-ce que, du coup, ça coordonne un peu avec la création de la marque, j'ai l'impression, peut-être? C'est à peu près ça, où en fait, tu t'es dit, ça me correspond réellement et en même temps, j'ai envie que mon style, en plus, je puisse le partager. Ma vision, je puisse le partager, quoi. Bah, ça concorde vraiment avec la création de la marque parce que en créant cette marque, j'étais vraiment à la recherche d'authenticité, Ouais. de réel, et ça m'a permis de me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Ok. Vraiment, je me suis dit, écoute, j'ai commencé à vraiment chercher l'authenticité, le réel dans tous les aspects de ma vie, que ce soit le savoir-faire, que ce soit trouver les choses qui ont du sens, vraiment savoir, et ne pas être dans le paraître. Mais on le voit hein, sur ton Instagram de ta marque, du coup, Omoy Studio, allez suivre s'il vous plaît. C'est Omoy. intéressant. Les pantalons, ils sont fous. Non, le pantalon, pour l'avoir en main, il est très très fou. C'est un vrai jean, c'est un vrai merci. jean, c'est de la qualité. Et surtout pour un prix très abordable qui vont être faits la même chose chez Carhartt en Bangladesh. Donc, allez chez Omoy Studio. Parce que Omoy. Omoy, excusez-moi, Omoy. Désolé, c'est parce que je suis un Français. Vraiment. Pardon. Culture. C'est dingue. Manque de culture. Do you speak Japanese even? I don't speak Japanese. Arigato, bye. I speak Chinese, not Japanese, Chinese. La j'ai Naruto carrément. Waouh. Waouh. Non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'était la DA, elle est très originale. Les shootings, comment tu montres tes mannequins, même tout simplement les castings vidéo qu'on a, justement, que j'ai déjà expérimenté. Je sais pas, jouer avec un nounours, ça, oh non, pourquoi pas. Ces idées, elles pop comment dans ton esprit et en même temps, elles ont quoi en lien? Parce qu'à chaque fois, tu sais, tu mets une petite description par rapport au folklore japonais et tout. Et je suis en mode, je regarde ça et je fais, ok, je vois qu'il y a vraiment un tel et j'aimerais le comprendre. J'aimerais vraiment que tu me vulgarises et peut-être le vulgariser à tout le monde. Dans le sens, vraiment, toi, ce folklore japonais, comment tu le retranscris tout en mettant ta patte en fait? Alors moi, au niveau marketing, je suis Ouais. quelqu'un de très fou. Ok. Où je me suis toujours dit, quand j'aurai l'argent, ou que je travaille chez une grande marque, le marketing, ça va être waouh. Ça va trembler.
Et Ok. je suis très inspiré pour ma marque, des marques comme Jacques Nu ou Loewe, qui Ok. font des concepts qui sont dingues. Mais la difficulté, c'était vraiment comment est-ce que j'essaie d'avoir une marque qui est ce côté homoï avec beaucoup de reclusion, quelque chose de très sobre, quelque chose qui murmure. Tu vois, pas quelque chose de trop bruyant, Ok. tout en arrivant à avoir ce côté what the fuck. Où j'ai envie de me dire, j'ai envie que les gens regardent une vidéo de ma marque, qui comprennent que l'ADN c'est quelque chose de très silencieux, quelque chose de très soft, qui sait ce qui est, qui s'assume, mais qu'on s'arrête quand même de scroller et qu'on se dise oh, what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir. Et du coup, c'est qu'un pic émotionnel, un peu d'étonnement dans le Exactement. créateur, bien sûr. vraiment cette surprise de what, et qu'en plus derrière les gens comprennent la marque Ouais. et qui s'attendent un peu à ok, c'est quoi la prochaine campagne, qu'est-ce qui va Ok. se passer, qu'est-ce que je vais voir apparaître à l'écran. Et moi, c'est vraiment ça qui me motive parce que je suis quelqu'un de très créatif. Ouais. Qui à l'époque je faisais des vidéos, mais des stories, comment on dit storyline en français, bon, des storylines de fou. Et ça m'aide vraiment avec ma marque. Et le challenge, c'est vraiment créer quelque chose qui ait du sens. Ok. Et avec mes premières campagnes, je suis un peu parti dans l'excès où toutes mes idées les plus folles, je les ai balancées. Je me suis dit, allez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça. Au final, ça n'avait pas vraiment de sens. Et là, je suis reparti sur un modèle beaucoup plus simple, Ok. mais toujours plus what the fuck. Et qu'est-ce que tu entends par beaucoup plus simple et qu'est-ce que tu entends par beaucoup trop extraverti? Beaucoup plus simple, pas vraiment simple, mais plutôt structuré, Ok. où il y a une capsule vidéo qui a du sens, où les vidéos se suivent, et c'est des actions hyper simples. Il se passe peut-être un truc dans la vidéo, mais ce truc, tu vas te dire, attends. Genre, tu vois, tu reviens dessus, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Le watch time un peu ou pas? En mode, tu regardes un personnage, deux personnages, trois personnages. Est-ce que, parce que du coup on les a vus, hein, notamment dans la rue ou même tout simplement dans le studio, avec Ouais. les personnes qui bougent dans ce sens pendant que le jean, lui, ne bouge pas, il est clean, intact, le mannequin au milieu. Du coup, qui permet aussi, un peu en lien avec le slogan, que le vêtement exprime quelque chose de plus profond, de plus poussé. Et moi, je voulais savoir, je pense qu'il y a aussi cette volonté du coup d'interpeller le spectateur et surtout que le spectateur remet parce qu'il a peut-être pas capté que le mec par exemple qui prend son bagage ou le mec qui joue au Uno avec un nounours ou le mec qui joue avec sa banane, qu'est-ce qu'il Ouais. fout quoi? Et à côté le jean il est là et donc du coup ce qui est cool c'est que le jean en lui-même n'est pas le personnage principal mais indirectement on va penser qu'il l'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dis pas hey, c'est mon jean les gars. Non c'est en mode j'ai fait une scène maté, Ça. apprécié. En vrai, l'idée derrière ça, c'est vraiment de transmettre que le jean ne bouge pas. Ouais. C'est ce qu'il est, il s'assume, et derrière, t'as tout le chaos. Et c'est un peu aussi pour transmettre cette idée d'intemporalité Ok. où on a une marque qui sait ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle représente, et qui va pas se presser à cause des saisons, à cause des tendances. Et c'est là que ça a beaucoup de sens d'utiliser la philosophie japonaise, parce que eux, c'est pareil. C'est des gens qui vont prendre énormément de temps pour faire les choses, mais qui ont des techniques qui ont été forgées à travers le temps, qui ont prouvé qu'elles étaient efficaces, et qui vont pas changer du jour au lendemain parce que tout le monde derrière est dans frenzy, entre guillemets. C'est pour ça qu'on aime énormément le style japonais. C'est qu'en fait, il ramène sa patte tout en restant très authentique et tout en restant dans le savoir-faire impec. C'est impressionnant comment... En plus, c'est ça, hein, là, je trouve en tout cas que le Japon se démarque énormément par les vieux artisans ou le savoir-faire qui est toujours... Pourquoi tu me regardes comme ça? Qui est toujours actuel, c'est ça un peu. Arigato gozaimasu. Ouais, t'es d'accord avec nous? Ouais, y a pas de souci. Non, mais franchement, ça m'impressionne. Et excuse-moi, parce que du coup, ça m'intéressait vraiment, m'intriguait vraiment. Banane et pomme, le lien, c'est avec le folklore japonais. Je sais que je l'ai Ouais. compris en message, mais j'ai envie vraiment d'avoir ta vision. Alors, en gros, je suis quelqu'un, je pense que j'ai déjà dit, je suis très perfectionniste et je suis très borné. Ok. En gros, j'avais réservé le shoot, mais je sortais d'une semaine de grippe. Borné que je suis, je me suis dit, on n'annule pas. C'est quoi, tout le monde a la grippe, je n'en ai rien à faire. C'est une marque sur laquelle je travaille depuis 4 mois. Tu vas te lever, tu vas prendre je ne sais quel médicament, tu y vas. Surtout que j'ai galéré à trouver les acteurs, j'ai galéré à écrire le truc et j'ai galéré à trouver le studio. Ah oui. Donc je me suis dit, ah non, c'est bon, j'y vais. C'est pas possible. Donc, j'arrive, je fais les courses au dernier moment parce que je voulais revenir sur Paris, j'avais pas de force du tout. Dieu merci, j'avais mon équipe.
Je commence à envoyer les gens. J'ai ma première assistante. Ah, est-ce que tu peux aller me chercher des bananes pour le shoot? C'est une dinguerie de te poser cette question-là, l'assistant. Non, c'est même pas ma première assistante, c'était un pote qui devait m'aider pour la DA de base. Ouais. Et j'ai dit, ouais, est-ce que tu peux me ramener des bananes et des pêches? Nous étions le 14 novembre. Pour moi, je sais pas comment j'ai réfléchi, hein. Il me dit, mais ça va être dur de trouver des pêches. Je lui dis, mais non, mais tu cherches. Tu vas dans un magasin, tu prends des pêches. Il y en a partout des pêches. Parce que la pêche, c'est la couleur de la marque. Et je me suis dit, allez, on va faire un truc très poétique. On va dire qu'on arrive, on prend un shoot avec tout le monde qui joue avec des bananes. Et l'acteur principal a une pêche. Et croque dans la pêche, et il y a le logo, tu vois, un peu pour introduire l'idée. Ok. On ne trouve pas de pêche. Je dis, mais oui. comment ça, je trouve pas de pêche? Donc je continue de chercher. Ma deuxième absence, ça m'arrive sur le shoot et tout. Je lui dis, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, regarder dans une épicerie, me trouver des pêches? Les pêches poussent entre mai et juin. Oh, il y a. Voilà. Entre mai et le mois d'août. Après ça, en dessous de 20 degrés, il n'y a pas de pêche. C'est une marque de saison de- carrément. Oh my. Non, mais vraiment, il n'y a pas de pêche. Et j'arrive, je me dis, ok, mon idée, elle tombe à l'eau. Bah ouais. Parce que quelqu'un ne savait pas que les pêches ne poussent pas. C'est étonnant de pas choper des pêches, même si je peux comprendre. En vrai, on est à Paris, tout le monde veut tout. Pourquoi il n'y a pas de pêche? Ouais, c'est sûr qu'il y a des C'est pas la saison des pêches. Ouais, mais. C'est pas la saison. Ça va te voir. Tu vas pas forcer la nature. Donc, moi, mon assistante, ma pote aussi, elle me dit, ouais, mais t'inquiète pas, tu prends une pomme, ça va le faire quand même. Donc, je me dis, c'est quoi, la caméra, c'est la même couleur, on prend une pomme. Allez, on imaginera après. Après, je regarde, je vois dans le folklore japonais que la pomme, c'est quand même une idée de renouveau, de rejouvence. ok. Tu vois, c'est son propre fruit. C'est pas aussi ancré dans la culture que la pêche. C'est une idée un peu plus nouvelle, mais ça a quand même un sens. Donc je me dis, ok, tu sais quoi, on va faire ensuite. Moi, je m'en fiche, j'ai un autre shoot, je vais trouver des pêches quand même. Donc, 20 novembre, je fais 3 heures de transport, merci la RATP, pour aller chez Grand Frais pour trouver des pêches, parce que je me dis, eux, ils importent de partout. Ils doivent avoir des pêches. Ils ont de la goyave, ils ont des fruits du dragon, ils ont tout sauf de la Des pêche. choses qui posent pas. Hein. Donc je demande à ChatGPT, mais dans quel pays est-ce qu'il y a des pêches? Et il me dit, écoute mon gars, les pêches, c'est très saisonnal. Tu peux limite en avoir qui viennent de Chine, mais ce sera pas des bonnes pêches. Parce que c'est pas la saison. Donc, finalement, et en plus les bananes, c'est juste pour créer une cassure. Je pense pas que c'est une signification dans le folklore japonais. Ok. Et donc, voilà, j'ai pivoté comme ça, j'ai posté la vidéo quand même. J'ai détesté cette vidéo parce que je commençais à faire du color grading. C'était dégueulasse. Oh, purée. Oh non, horrible. Bah, en soi, quand même, elle est très propre, je trouve, pour une vidéo de campagne publicitaire. Par contre, le fait que toi, t'es quelqu'un de perfectionniste, je peux comprendre pourquoi tu dis, bah, en fait, c'est dégueulasse. Ah non, mais moi, sur mes vidéos, les seules choses que je vois, c'est ce qui ne va pas. Ah, chiant. Dès que j'arrive sur un truc, je vois ce qui va pas. Bah ouais. Et c'est frustrant des fois parce que des fois, je remarque après avoir posté. Mais c'est trop tard. Et je vais me dire, oui, les gens, ils vont pas regarder à ce niveau-là de détail. Sauf que même, je me dis, sans regarder, on sent qu'il y a quelque chose qui est off. On le sent toujours. Surtout quand t'es un créateur de contenu et tout, oui, tu le vois. Tu vois chez les autres aussi, ouais, totalement. Ouais, de ouf. De ouf. Les créateurs de contenu, mais en vrai de vrai, Je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait de perfectionniste, par rapport aux vidéos. On l'a actuellement. Et je te jure que quand tu vois un seul truc, un tout petit truc, hein, qui Ouais. te prend la tête et que t'arrives pas à l'enlever, et que juste tu le poses, puis tu te dis ah. Après, dans tous les cas, Blanche, hein. tu fais clairement une nuit blanche, ou sinon tu tapes une dépression. Mais le truc que je me dis, c'est qu'en soi, si t'as les bons feedbacks, est-ce que derrière tu vas pas te laisser un peu du lest? Tu vas pas Non. dire ouais, si c'est pas parfait. Même là, Non, parce que qu'est-ce qu'ils ont? No shade, hein. Ouais. What do they know? Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Genre, c'est son truc, si c'est je un truc de fais- chose, hein. Si tu prends une photo incroyable et que Vivaldi te dit que ta photo est incroyable, mais il est violoniste, qu'est-ce qu'il y connaît à la photo? Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une figure d'autorité, mais dans le domaine, ça serait déjà plus de fame en fait. Exactement. Ouais, de fou. Et je me dis que, ok, je veux construire un truc solide, qui ait du sens et qui soit consistant.
Et pour ça, faut que tout soit parfait. Surtout que c'est une marque, donc je travaille aussi avec des producteurs, tu vois, il y a toute la logistique à gérer, et donc les choses doivent être timées. Donc je peux même pas me permettre de dire, ok, ça je décale, je vais passer 20 minutes dessus et tout. Les seuls trucs qui peuvent faire que je décale les choses, c'est vraiment les soucis de production, parce qu'il faut aussi que le produit soit parfait. Mais tout ce qui est contenu derrière, malheureusement, si c'est pas parfait, à un moment, il faut que ça sorte. C'est ça. Et vous êtes combien sur le projet du coup? C'est C'est secret? Ce serait. Bah y a pas de Le souci. CEO. Faut préserver le On va mystère. dire, il est tout Je suis même seul. pas le CEO. Self-made. Non. Non, arrête. Ah non. Donc t'as des associés. Maybe. Maybe. Waouh. Mais par contre, prendre ton image en figure de proue de la marque, c'est très fort. Parce que du coup, t'as déjà. C'est que ça, au début, je voulais pas le faire. Ah ouais. Ouais. Tu voulais travailler un peu dans ton côté et tout, en mode Ouais. petite marque, mais tu la mets comme ça, mais t'as pas envie de. Moi, mon problème, c'est que je suis le genre de personne qui n'aime pas montrer le process et qui n'aime pas parler tant que les choses sont pas réalisées. Genre, pour moi, j'allais dire, ok, je fais la marque et à côté ma création de contenu, mais je voulais pas que les gens sachent que ce soit ma marque. Parce que je me dis, ouais, si ça marche pas, les gens vont dire, ah, il a essayé ça, ça marche pas. Ou, ah, tiens, on va voir ce que lui il fait. Et imagine, c'est pas parfait. Là, les gens, ils vont se juger, ils vont savoir que c'est moi. Mais Ouais. je me suis dit, bon, ce que je fais sur la marque, c'est cool, hein, mais personne ne voit. Faut que je commence à utiliser ma notoriété. Donc je me dis, je vais aller faire du founder-led content, puisque c'est ce que tout le monde fait. Et au début, je m'attendais à rien. Je me disais, mais les gens, ils s'en battent les couilles de moi, ils vont pas regarder ça, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Et en plus, je vais perdre toute crédibilité, parce qu'au final, ils vont voir toutes les décisions connes qu'on prend, tous les ratés, et ça casse un peu ce côté mystique. Au final, ça a commencé à fonctionner. Genre, les gens aiment bien ce type de contenu, et je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'ai besoin que mon produit se vende, on va faire tout ce dont on a besoin. Genre, je suis le genre de personne, au début, je vais essayer d'avoir un max de contrôle, de dire non, il faut que ça fasse A, pour qu'ensuite on passe à B, et quand ça fonctionne pas, je me dis, ok, tu sais quoi, on laisse tomber toute logique, on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. D'où c'est pour ça que t'as commencé notamment ta mini-série, c'est ça un peu? Ouais. Exactement. Et du coup, t'as eu une très belle, un très beau retour de tes abonnés qui t'avaient pas Ouais. vu aussi pendant, tu m'avais dit 3 mois. Ouais. Donc revenir comme ça sur le figure de la scène, le devant de la scène en disant, en fait j'étais pas là, mais c'est parce que je suis en train de créer une marque. Les gens font, oh, il a investi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que si tu le fais comme ça en backstage sur le côté, les gens ils peuvent se dire, ah ouais, il fait plusieurs trucs. Si ça se trouve, ça va pas être abouti. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, ouais. Mais parce que moi, j'ai vraiment aimé la marque et tout, les premiers degrés. Parce que je suis pas en train de faire du susboule et tout ce que tu vas dire. Il me regarde comme ça. Non, parce qu'en vrai, je trouve que les campagnes marketing, elles ont vraiment un sens et c'est un peu mystique. Comme tu dis, c'est mystique et t'aimes bien qu'être mystique et t'aimes bien que le produit. Tu sais, ils posent des petites questions hein, sur l'équipe, on sait pas combien ils sont. Et je sais, à un moment, tu m'as parlé de galère de cuisine. Des petits vêtements comme ça qui sont faits, qui sont mis dans la casserole et tout. Parle-moi de cette galère de montage, c'est intéressant de fou. Alors ça, déjà, j'ai eu l'idée parce que j'ai vu une créatrice qui les faisait sur TikTok. Toujours. Et ça marchait très bien. Genre, elle a commencé à travailler avec APC. Et c'est un concept, pour moi, qui allait exactement avec ce que je voulais pour la marque. Un truc un peu waouh, mais mignon. Et qui se transmet bien sur les réseaux sociaux. Et tout, ouais. Donc, j'apprends à former des vêtements avec des pâtes. Je découpe et tout. Et arrive le jour de production. Je m'étais entraîné chez moi avec de la pâte. Et il restait juste à teindre la pâte pour faire les vêtements. Le jour de production du studio, je me dis, ouais, tranquille, j'ai 2 heures pour les faire. Chez moi, j'arrive à faire un vêtement en 10 minutes, ça va le faire. Delusional. En fait, des fois, je m'entends dire les choses, je me dis, mais il est bête ou quoi, lui? Du coup, j'arrive sur le tournage, je me dis, c'est quoi? Moi, je me concentre sur la cuisine. Le reste de l'équipe, ils vont préparer le shoot, les mannequins, voilà, vous faire entrer. C'est pour ça qu'au début, j'étais grave... tu vois, je parle à la personne, j'étais dans mon monde. Ouais, t'étais focus, quoi. Et donc, j'arrive, je me dis, allez, la pâte, je l'ai fait la veille, j'ai fait la pâte de udon, j'ai tous les ingrédients. Je commence à teindre la pâte. Ça n'a pas marché. Parce que la pâte, il y a du gluten, et apparemment, pour teindre le gluten, il faut que ce soit un processus graduel qui se fasse en plusieurs heures. Et en plus, la teinture de nourriture, ça teint. Donc, c'est resté sur mes doigts.
Ah, sa mère. Donc, j'étais en train de pétrir la pâte. Au bout de 30 minutes, je me dis, mais pourquoi ça prend pas la couleur? Je vois les grumeaux, la pâte, elle change pas de couleur. En plus, c'est pas le bon bleu. En plus, je vois la teinture qui commence à s'étaler, tu vois, sur le marbre de la cuisine de l'appartement. Que t'as réservé tout. Non, c'est chaud. J'avoue, Ah c'est non. chaud. Je me suis dit, merde, comment je vais faire? Du coup, au final, t'as tout le monde d'équipe qui commence à me dire, Eddie, il faut que t'ailles gérer le shoot. Bah Il oui. reste tant de minutes. Eddie, vas-y. Et du coup, je me dis, écoute, on laisse tomber. On demande à quelqu'un de nettoyer. Et moi, je vais faire mon shoot à côté. Ouais. Du coup, j'abandonne. Mais j'abandonne pas l'idée. Parce que Bien je me sûr. dis, non, c'est un truc simple. Ça devrait être possible. C'est juste découper des pâtes et les filmer et les faire cuire. Et c'est easy. Donc, je demande à une amie de me prêter son appartement parce que moi, ma cuisine, elle était pas assez éditoriale. Je capte. Et du coup, elle me dit oui, vas-y, fais. Donc, je refais les courses, je réessaye. Et cette fois, je teins la pâte la veille. Je me dis si ça fonctionne, tout arrive, la texture est là. J'arrive sur le shoot, je fais mon truc et tout. Au final, le résultat est... Je regarde l'inspiration, parce que de base, je voulais faire des pâtes, genre vraiment du udon avec les pâtes par-dessus. Je regarde l'inspiration, le résultat. Je me dis non, ça fait brouillon. J'ai un mec qui a fait ça dans sa cuisine, en mode DIY, en mode TikTok. Non, faut que ce soit parfait. Donc, j'aime pas du tout le résultat. Et je me dis, ok, non, faut que je refasse. Donc, je recontacte mon ami. Et je lui demande, bon, je suis désolé, j'ai menti, j'ai joué, les fichiers étaient corrompus. Parce que je voulais pas passer pour un bolos, tu vois, je voulais pas trop faire le mec. Du coup, par la grâce de Dieu, elle m'a laissé refaire dans sa cuisine. Et là, je me dis, ok, Edgy, faut que ce soit parfait. Pour vous dire à quel point j'étais des loulous, le truc, il m'a pris 5 heures. 5 De heures à base, faire je voulais le faire en des 1 heure. vêtements en Ça pâte. m'a pris 5 heures. Donc, je fais mon découpage, je fais le truc et tout. Ça tient. Je fais le udon. Ça passe. Tout est fluide. Au moment où je dépose le jean dans le bol, faut un truc qui est très esthétique. Je vais regarder la caméra, je vois le téléphone, stockage plein. Ça va fumer. Et en plus, On comprend. la teinture du jean est en train de se déverser dans le udon. Donc, c'est en train de devenir bleu. Oh putain. Donc je me dis, ah, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends? Est-ce que je me dis, tu sais quoi? Go with the flow, just fake something, just do something, get out of here, I don't want to do this anymore. Du coup, je refais, je rentre chez moi, je regarde. Oh my God. Et là, je me rends compte que le col de la chemise que j'ai fait sur le vêtement, ça ressemble pas à un col de chemise. Regarde. Et je me dis, oh non, mais j'aurais dû faire comme ça. Du coup, pendant 20 minutes, je me dis, bon, je poste ou je poste pas. Je me dis, c'est quoi, je m'en fous, je poste. Donc, je fais mon montage. Déjà, le color grading, je galère à avoir des jolies couleurs. Tu m'étonnes. J'arrive quand même, entre guillemets, par miracle. Et à la fin, je me rends compte que la caméra, le trépied était pas hyper stable. Tu vois, il y avait des petits mouvements. Ouais. Pas très visibles, mais des petits mouvements comme ça. Au final, je me dis, bon, écoute, ça passe. Au moment de poster, je poste. Et je me rends compte que il y a des moments où la lumière sur la vidéo, et bon, excuse-moi, je vais rentrer technique, les highlights sont trop éclairés. Non, Donc les couleurs sont pas consistantes, et ça. Je me dis, oh, tu sais quoi, je suis fatigué de cette vidéo, je la poste. Ça flop, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, c'est Please, pitié, passons à autre chose, plus jamais. Au final, la vidéo, elle marche. Mais elle est très grave clean. Hein. En fait, c'est ça qui est impressionnant quand on poste quelque chose que nous, on pense n'est pas parfait. Bah, c'est la meilleure que les 3 quarts des trucs. Ah, mais moi, cette vidéo, je peux pas me la voir. Hein. Tu l'aimes pas? Non, je peux pas me la voir. Je peux pas me la voir. Je trouve que c'est un concept vraiment original. Le fait que c'est pas fait en France, bah, les gens ils se disent pas c'est quelque chose de déjà fait, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est grave original et ça fonctionne de baiser. Ça rajoute un peu plus, tu vois. C'est que. En vrai de vrai, t'as déjà vu une marque galérer à faire des trucs en pâte, tout ça, Ouais. mettre après, personne n'a fait ça. Et du coup, bah, ça fait que derrière, t'es en mode, au moins il a essayé. Et surtout dans. Excuse-moi. Non, vas-y. Et surtout dans un monde où l'IA prend trop de place maintenant, il y a des gens, ils auraient déjà abandonné au bout d'une heure en disant vas-y, je vais le faire avec Gemini, tu vois. Gemini, je suis un inconnu. Mais tu vois, pourtant, toi, tu l'as fait main, t'as ramené vraiment le savoir-faire, bah, du coup, que t'as appris à côté pour le faire, t'as pris du temps et tout, et donc on le ressent dans la vidéo. Ça n'a pas besoin d'être parfait parfois pour percer, juste le fait que c'est fait avec amour. Attention, c'est beau les amis. Le fait que c'est fait avec amour, parfois, ça fonctionne bien.
Non, mais pour revenir un peu sur, du coup, pour toute cette marque, donc les gars, allez suivre Omoy, cette fois je le dis bien, car c'est quelque chose c'est une marque qui a l'air vraiment d'avoir une vraie DA, une vraie envie de faire quelque chose qui se démarque. C'est une marque premium, parce que tu travailles avec des personnes, excusez-moi, des fournisseurs qui font du premium. Donc c'est quelque chose qui vaut son prix, qui est, en plus tu détailles tout, tu sais, dans les descriptions et tout ça, t'expliques tout. Donc, suivez ça en masse. Et nous, on voulait avoir une dernière question pour toi. C'est que maintenant que tu es créateur de bâtons, tu as une marque. C'est la tienne ou c'est pas vraiment la tienne. Bref, c'est la tienne. Qu'est-ce que, actuellement, dans le paysage de la mode, du coup, tu te situes à peu près. Et qu'est-ce que tu en penses de ce paysage de la mode en 2025, 2026 et qu'est-ce qui pourrait devenir? Parce que tu as fréquenté les milieux, tu as fait influenceur, tu as été dans la com, là tu crées ta marque, donc c'est encore un autre domaine parce qu'il va falloir concurrencer des petits créateurs et puis forcément des Nike ou des quoi que ce soit ou même des gros influenceurs. Dis-nous un peu finalement ce que tu en penses. Je crois que j'étais trop long. Ouais, je pense qu'il y aurait... Ah ouais, C'est possible, c'est... c'est quelque chose. Et Dibidou qui Je réfléchit pense en qu'on est live. au cirque. On est au cirque. Ouais, c'est la mode, c'est devenu le cirque. Non mais c'est une réflexion profonde. Donc c'est une réflexion profonde. Donc Non, vraiment, parce que on arrive à un stade où tu ouvres Instagram, t'as des marques qui font des contenus IA qui ressemblent à de l'IA en plus. oui, Ça, c'est même pas pour dire c'est tellement bien fait que non, c'est des. c'est moche. Tu le- T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et derrière, t'as quand même des marques traditionnelles qui font très bien les choses. Et moi, là où je situerais ma marque, c'est Affordable Luxury. Tu vois, un peu les marques comme Sœur, comme Kuana et autres. Et encore, tu as des meilleurs fournisseurs que chez Sœur. Après, c'est normal parce que tu fais moins de pièces. C'est vrai. T'es pas, mais Sœur, je sais que c'est en Roumanie, ce qui est bien, hein, je dis pas. Mais qui n'est pas the top of the top de la création. Après, eux, ils sont en grosse production. Toi, c'est vraiment pièce par pièce ou même en petite production, donc des petits fournisseurs. Donc, tu te casserais, c'est vraiment une marque premium en soi. C'est ça. Et en gros, moi, le truc, c'est que je veux vraiment faire un truc, pas comme les marques qui viennent et qui balancent un truc en mode ouais, c'est premium. Parce que je sais que je peux pas me comparer à un Jacques Mu qui lui a fait des études de mode, qui ont gagné des prix LVMH. Mais je sais qu'il y a quand même la place pour ce genre de petites marques Ouais. et que je peux construire un truc graduellement. Tu vois, et en plus, bah, je suis sur un segment de marché où on a l'impression que c'est ultra porté mode femme. Genre, tu regardes un Jacques Mu, Kuana, t'as l'impression que c'est des marques de femmes. Oui. C'est clairement, bah, c'est vrai que on en avait déjà discuté. C'est vrai que la mode homme, c'est très, on va dire, c'est très réglementé. Et si tu sors un peu des sentiers qui sont déjà construits, on va soit prendre ça quelque chose comme cheap, ou soit forcément pas du tout accessible ou quoi que ce soit. Oui, La mode homme. Oui, la mode homme pour le coup. Oui, C'est ça, moi, je veux vraiment une marque qui soit gender neutral, Ouais, qui peut être portée par les hommes et par les femmes, bien et sûr. qui joue vraiment sur les coups plutôt que sur ah oui, les hommes aiment ça, les femmes aiment ça. C'est non, le vêtement il est beau, il est bien taillé, la coupe elle est facilement reconnaissable, le Ouais. marketing il parle à tout le monde, ça taille bien, achetez-le quoi. Et pas forcément rentrer dans cette tendance qu'on voit dans la mode en ce moment de faut faire un truc qui soit marketable. Faut faire un truc que les gens achètent, De faut faire un fou. truc qui se vende, Mm. faut... Justement, c'est ça ce qui m'énerve dans la mode. On est tellement entré dans une ère où tout est contrôlé par des grandes sociétés qu'au final, le seul truc qu'ils ont en tête, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et le truc avec les marques de luxe et les marques premium en général, c'est qu'historiquement, c'est très dur de les rendre profitables parce que ça coûte hyper cher de faire du luxe. Ouais. Ça a accéléré les choses qu'on a vu des conglomérats comme LVMH rentrer, mettre énormément d'investissements et malheureusement bah, la qualité en a souffert. Moi, je suis clairement. désolé, aujourd'hui je regarde Louis Vuitton, ils sont pas au même, ils peuvent jamais être au même stade qu'une marque comme Bottega Veneta, même s'ils font Clairement. énormément de Oui, ventes, ah oui, qui oui, sont oui. iconiques. La qualité est pas présente. C'est comme chez Jacques Mus, hein. Plus baissé. Ouais. Chez Jacques Mus, qui était une figure de proue de vraiment la marque française à l'état pur, un peu premium, un peu new gen, on va dire, entre guillemets, dans le monde entier. Maintenant, c'est du 100% polyester, du Bangladesh. Maintenant, on vend Jacques Mus et on vend plus le vêtement. Et je trouve que du coup, la connotation du vêtement en lui-même est dénaturée juste parce que c'est Jacques Mus, j'achète. Mais le problème avec Jacques Mu aussi, c'est que
c'est pas forcément un problème, mais Oui. on est tellement entré dans le fait que Simon Porter Jacquemus soit la star, Ouais. que son image pendant un laps de temps, c'est vraiment ça qui a porté la marque. Ah, mais de ouf. Et qu'au final, on regardait tellement Simon, il est en maillot de bain, Simon, il est drôle, il est trop mignon. Tu portes le vêtement du mec et pas son style en général. C'est ça, on est tellement obsédé. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on est tellement obsédé par les personnes qu'au Ouais. final, le travail, ça en devient secondaire. On se dit juste, oh, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et j'ai l'impression qu'on est en train de perdre ce côté de la mode où à l'époque, par exemple, des John Galliano, des Kim Ouais. Jones, tu voyais une marque et tu savais que cette marque, elle était vraiment représentée par le directeur artistique. Tu vois, tu avais cette synergie entre la marque et le directeur. C'est comme Karl Lagerfeld chez Chanel. Oui. Il nous a Oui, montré oui, des clairement. trucs tellement ouf. Mais maintenant, les choses bougent tellement vite. Il y a tellement de changements au niveau des directeurs artistiques qu'on n'a plus le temps. Je pense qu'il n'y a plus le temps d'établir cette connexion entre le créateur et la marque. Et qu'au final, toutes ces grandes idées, ça peut faire peur. Parce que derrière eux, ils vont réfléchir, ils vont se dire, ok, ton idée, elle est bien, c'est beau, mais what about the money? Genre, on se fait combien d'argent dessus? Est-ce que ça va se vendre? Même au niveau personnage, genre par exemple, en tout cas, la dernière personne auquel je me souviens qui était vraiment rattachée à une marque et qui avait vraiment fait de lui sa marque, bah, c'est Virgil Abloh avec Louis Vuitton, tu vois. Ouais. C'est que genre, depuis, on n'a plus eu ce personnage-là qui avait justement ramené sa patte là et que j'ai Et vraiment la l'impression. qualité derrière aussi. C'est ça, et j'ai Ouais. vraiment l'impression que même au final, on va beaucoup plus se rattacher au personnage, bah, comme on l'a vu avec, je crois, Jaden Smith qui est devenu le directeur artistique de Le boutin. De Louis Vuitton. Oui, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il fait là en vrai de vrai? C'est quoi sa légitimité à devenir directeur artistique? En vrai, Assa Broki Reban, même si j'aime beaucoup Assa Broki, Après, ça Quel est- il a une meilleure il a une meilleure légitimité. C'est parce qu'il a toujours été cette icône mode. Tu vois, ça a Mais été pourquoi pour moi la première Ouais. icône. Ouais, mais est-ce que c'est Un parce que peu, tu es une ouais. icône que tu C'est ça, te en fait. connais? Est-ce que t'as fait des, genre il a pas fait d'études ou quoi que ce soit, tu vois, il a pas le diplôme, il a pas l'expérience pour se dire. Bah oui. C'est juste que c'est quelqu'un qui a eu la chance, entre guillemets, il a travaillé dans un milieu, puis après c'est ouvert à d'autres milieux. Oui, c'est vrai. C'est un Damso par exemple qui se ramène à des défilés Balenciaga super bien drippés et que des gens vont suivre, alors qu'en soi il a juste étudié le sujet, mais ne peut pas se revendiquer comme un expert dans le sujet. C'est ça. Je pense que dans la mode, surtout, tu as plusieurs niveaux et tu as différents travails. Un styliste n'est pas forcément un créateur, qui n'est pas forcément un rédacteur, Qui n'est pas qui forcément n'est pas modéliste. forcément modéliste. Ouais, Exactement. totalement, bien sûr. Ouais. Et je trouve que mélanger tout comme ça, bah, on arriverait. C'est comme ce qui s'est passé avec Tyler, the Creator. Ouais. Et. Goffler. Ouais. Au Ouais. début, il voulait faire une paire de sneakers. Et Tyler, the Creator, c'est indéniable. Son style est indéniable. Il est fou. reconnaissable, c'est ouf. Mais quand il a voulu lancer sa marque, il n'avait pas forcément la technique. Donc, les premiers sketchs, les premières paires de chaussures n'étaient pas ouf. Et il a dû faire appel à des collaborateurs. Et je trouve que c'est quand même important de faire cette distinction entre quelqu'un qui sait s'habiller et quelqu'un qui sait créer du vêtement. Quelqu'un Clairement. qui c'est deux skills complètement différents. Taking over the artistic direction of an entire brand, having a strategic vision for this brand, knowing what the brand is going to be, what is going to be said about the brand, what it's going to look like, what is going to be the continuity, is not the same thing as saying, oh, je prends cette veste de chez Margiela, je prends ce truc de chez Marni et je fais un joli Oui, outfit. c'est clair. Que le changement. les bilingual, ok. Non, mais il a totalement raison. C'est vrai qu'un créateur, un directeur artistique, c'est où il va, c'est ce qu'il fait ici, il a quoi à faire, il a le blueprint devant lui, tu vois. Alors qu'un rappeur, un influenceur, ou même tout simplement, bref, d'autres types de figures qui sont certes une figure d'autorité pour les gens, et donc du coup c'est pour ça que ça se vend bien aussi, ne vont pas avoir directement le blueprint, tu vois. On peut pas être cordonnier, tu vois, si tu viens juste parce que t'aimes des chaussures. Bah, C'est pas possible. Dans tous les cas, je pense que le fait d'avoir des personnalités publiques qui deviennent des directeurs artistiques, des trucs comme ça, c'est plus, comme tu le disais, le côté marketing qui va prendre Et profit, et profit de zinzin. Honnêtement, quand tu vois Jaden Smith qui va chez les Boutins, c'est juste parce que tu vois que le Boutin est en déclin depuis quelques années, ils Ouais. veulent remettre un peu cette identité-là plus jeune, plus. Ouais. Jaden Smith, malheureusement, il aura plus ce côté-là. Streetwear, parce que c'est Jaden Smith, tu vois. Et du coup, ramener un peu ce truc-là en mode, ouais, là, ça va vendre. Alors que justement, pour moi, il faut différencier l'humain et le produit. Exactement. Ça, ouais. Et j'ai envie de dire, c'est extrêmement fainéant. Attends, c'est qui la directrice artistique de Hermès? Elle est très jeune, afro-américaine. Euh, J'ai plus du tout non plus. Ouais. Oh, parce que j'ai peut-être failli dire une connerie là. son prénom. On mettra le blaze à l'écran, on met sa belle gueule. Grace Ways. Ok, celle de Wales Bonheur. Ok, ouais, je capte. Ah, c'est celle de Waits Bonheur. Ouais.
Oh purée, d'accord. La marque avec Adidas, qui fait notamment la collab avec Adidas. Ah ouais, elle? Bah c'est elle. Dingue. Elle est du coup directeur artistique de Hermès maintenant. Ouais. Et du coup, elle a sa marque, elle est directrice Gros. ou elle a plus sa marque. Non, je crois qu'elle a plus sa marque. Parce que West Bonner, Mais c'est quelque chose Ce qui. que j'allais dire, c'est que t'as quand même des marques Ouais. qui arrivent à avoir des directeurs artistiques qui ne sont pas stars. Regarde Miuccia Prada Ouais. et... Ah, j'ai oublié. Excuse-moi, je suis en train d'oublier tous les noms. Mais regarde Prada, par exemple. Ils n'ont pas de directeur artistique forcément star. Bon, certes, celui qui est... Ça m'énerve, j'ai le visage en tête, mais j'ai pas le nom de la personne. C'est pas forcément quelqu'un qui est star, mais il est quand même connu parce que sa marque était iconique, il savait ce qu'il faisait, et le groupe Prada arrive à tourner sur ça. Donc s'il y a des marques comme Prada qui arrivent à rester dans ce qui est propre à eux et qui fonctionnent bien, je vois pas pourquoi vous, le putain, vous avez besoin de... De Jaden Smith. C'est ça. Ouais, clairement. Enfin, que vos designs parlent d'eux-mêmes. C'est ça. Regardez Alaya, par exemple. Est-ce que vous connaissez le directeur artistique d'Alaya? Non, non. Pourtant, quand tu vois une création d'Alaya, tu sais que c'est Alaya. Ezzedine Alaya, c'est Oui, Azedine un nom Alaya, qui oui. parle de son travail. Bah, comme Et Mugler. Mugler, Exactement. la même chose. Jean-Paul Gaultier, on va en faire beaucoup. Non, Je suis désolé, mais je trouve que non, il faut que le travail parle de lui-même. Il faut que la pièce parle d'elle-même. Après, tu vois, si on parle d'Azedine Alaya, Jean-Paul Gaultier. Bon, Jean-Paul Gaultier a pris sa retraite. Azedine est malheureusement décédé, paix à son âme. Ce que je veux dire pas. Jean-Paul Gaultier est mort aussi? Ça, je savais pas. Il est mort, Jean-Paul Gaultier. Is dead. Paix à son âme aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression aussi que le fait qu'on n'ait plus la personne qui avait la vision, la passion et l'envie de créer, eh ben, on trouvera pas similaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le problème, c'est que maintenant, les investisseurs, ils ont peur. Ils veulent avoir des résultats vite. Et le problème avec, Sur par exemple, consommation. Thierry Mugler, Ouais. ses designs les plus iconiques, c'était de la haute couture. Et la haute couture, c'est pas ce qui fait vivre les marques, malheureusement. C'est ce qui fait perdre de l'argent aux marques. C'est le prêt à. Dans les ateliers et tout. C'est ça. Et le maintenant, ils prêt-à-porter préfèrent qui fait avoir gagner. quelqu'un qui comprend le marché, qui sait ce qui va se vendre vite, qui sait s'adapter, plutôt qu'avec quelque chose de waouh. Et c'est là que tu perds l'essence même de la marque. Alors qu'il malheureusement. pourrait faire du prêt-à-porter qui est waouh, parce que Thierry Mugler a vraiment une vision bien à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et Mais malheureusement, il y a moins de personnes qui vont les acheter si c'est waouh. c'est sûr, c'est sûr. Et il y a très peu de marques qui peuvent se dire, ouais, nous on fait des trucs niches et on veut rester niche. Parce que quand derrière, tu as des personnes qui ont mis de l'argent et qui veulent avoir retour sur investissement, malheureusement, tu es vite contraint. T'es vite contraint avec le temps. Oui, bah même toi, quand t'as dit, même avec une petite marque, parfois, t'as d'autres équipes autour de toi. Donc Ouais. si tu peux pas sortir ça, bah t'es obligé de le sortir là maintenant, même si c'est pas parfait. C'est ça. T'es vite contraint. Mais après, ce qui est cool, c'est que plus t'es petit, plus t'as une sorte de delta où tu peux facilement poser un peu tes trucs. Mais du coup, moi, j'ai une question par rapport à Homo Studio, parce que du coup, on sent vraiment par le fait aussi que je pense que c'est une petite marque que tu sens vraiment aligné avec cette marque-là. C'est que du coup, elle te représente vraiment toi-même. Est-ce que tu as peur par la suite que du coup, cet alignement se perde au fur et à mesure? Parce que forcément, il y aura, si ce qu'on te souhaite, la marque pète, etc., il y aura forcément beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de contraintes aussi liées à tout ça. Est-ce que t'as pas peur aussi que ça t'atteigne et que justement tu perdes un peu cette essence-là de qui est toi-même au final pour la marque? Un peu. Mais je pense que on peut toujours trouver un équilibre. Parce que si certains ont réussi à le faire, bah j'espère que je pourrais le faire aussi. Et que je pourrais toujours avoir this grip on the brand. Tu vois, un peu comme Mucha avec Prada. Tu gardes le contrôle. Exactement. Bien sûr, bah oui. Que j'arrive à de la différenciation de ma marque, partir de ça, voire même avoir mon propre groupe, mais que ça reste moi. Et que malgré les investisseurs, malgré la croissance, on reste fidèle au code de la marque. Ouais, totalement. Et là, du coup, tu sens vraiment aligné avec la marque. Genre, est-ce que pour toi, c'est la première fois que tu es vraiment aligné avec toi-même, justement parce que tu as créé cette marque-là? Ah, mais clairement. C'est des pièces que je me vois porter, c'est des pièces auxquelles je crois, c'est des pièces qui ont un appeal commercial Ouais. que tout le monde va pas forcément comprendre, mais que ceux qui vont prendre le temps vont apprécier. Et même avoir pour l'instant un seul produit, bah, c'est complètement avec la façon dont moi je vois la mode. T'as pas besoin de sortir des centaines de milliers de collections. Bon, des grandes marques doivent parce que la compétition, le marché. oui. Mais moi, pour l'instant, je pense que je suis dans une position privilégiée où je peux me concentrer sur un produit, prendre le temps,
faire les choses lentement et en même temps construire une communauté de gens qui ont cette même vision-là de la mode, qui ne sentent pas le besoin de refaire une garde-robe chaque saison, Oui. mais qui prennent plutôt le temps d'apprécier leurs pièces, d'apprécier la manière dont c'est fait. Et voilà, j'aimerais vraiment que la marque évolue dans ce sens-là. Mais c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. C'est vrai que nous, de notre côté, on a notamment, on avait déjà parlé avec plein de marques indépendantes. Et c'est vrai qu'elles ont toutes cette même idée-là. La passion avant tout, le travail bien fait pour se démarquer du monde actuel de la surconsommation, tout simplement. Et aller dans ce segment-là, dis-toi que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture aux marques indé et je pense que ça va péter cette année. C'est une supposition. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ta marque va en faire partie parce que t'as vraiment ta patte à toi, en fait. Tu vois. Amen. Dis-nous. Non, moi j'ai rien à dire. Juste, on espère vraiment que ta marque va péter. Ouais. Sincèrement, parce que t'es une très bonne personne, t'es un très bel humain. Vraiment, ça se voit que t'as des choses à dire, t'as des choses à raconter, t'as des choses à promouvoir. Et t'as une légitimité à le faire, surtout. C'est ça, t'as une très grande légitimité et du coup, ça nous a fait plaisir en tout cas de t'avoir aujourd'hui. Petite conclusion, et du coup, maintenant, avec la marque, tout ça, qu'est-ce qu'a prévu Easy Bilou? C'est-à-dire Easy Bilou en Non, tant on va dire en que... général dans tes projets, même si on sait que t'as la marque, c'est quoi ton big step que tu dois passer prochainement, on va dire? Alors là, le big step, c'est terminer le premier drop. Ok. Et ensuite, m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Pas mal. T'as déjà une vision? T'as des trucs? T'as des idées? Ouais, des loafers de chez Zero. Les loafers de Chez Zero. Zero, je connais, mais les loafers, je les ai pas vus. Je connais On pas. mettra une Ils image ont des aussi. loafers vénitiens, ils sont hyper Ok. stylés. Oh, vas-y, chien. Ouais. Ça peut être. Ah, c'est cool ça. Yana, il va craquer son PEL de derrière. Ah frère, j'ai un pré-étudiant là, je suis tout mettre dessus, hein, vraiment je vais tout mettre dessus. Bon, en tout cas, merci à toi. Bah, merci à toi. Merci à vous, surtout, c'était cool. Franchement, on a grave kiffé l'interview. T'en penses quoi toi? Parce que du coup, c'était notre deuxième interview sur Tana Media. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as été à Tu l'aise? t'es senti, ouais. Tu t'es senti dans ton aura dans ta Je me suis face? senti à l'aise, j'ai senti que j'ai bien pu m'exprimer, aller au bout de mes idées. En plus, c'est bien parce que vous avez capté mes références culturelles et généralement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent. Genre, je balance des références, ces gens, ils sont là. C'est qui ça? Ouais. Like, bro, get a clue, like, get with the time. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté ce petite vidéo, ce petit podcast. Et on se retrouve prochainement pour les prochaines interviews. Bisous les gars. C'était Quintana, on crée du beau sans oublier l'humain. À la prochaine. Bisous.